Voilà, on a du son. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, quelques instants d'attention. Notre forum, notre grand forum Equipoto 2023 dédié à l'évolution de la distribution des pièces et des services en Europe va démarrer dans 1 minute. Donc prenez place, cher public. Bienvenue sur Equipoto Lyon. Quelques mots simplement. Je m'appelle Emmanuel Taillarda, je suis le coordinateur des conférences et des forums. Quelques mots sur le salon. Plus de 600 exposants, 605 exactement, plus de 50% de nouveaux exposants. Donc Equipoto est un salon qui se renouvelle en permanence et on est heureux aussi d'entendre le brouhaha dans les allées. Ça veut dire qu'il y a du monde et pour une première journée, c'est déjà un signe avant-coureur de réussite. On n'en dit pas plus. Les villages sont de nouveau présents comme ils l'étaient en 2022 sur Equipoto Paris, avec un village carrosserie peinture, bien sûr, qui est juste à côté de cet espace conférence, un espace pneumatique qui cette année fête les 130 ans du pneu, puisque le pneu a été inventé en 1888, un espace lavage extrêmement intéressant, un espace du réemploi qui a été créé en 2022 à Paris et qu'il faut absolument visiter, bien sûr Univers VO, qui est une composante univers véhicule d'occasion, je jargonne, pour tous les professionnels qui veulent vendre de la pièce et des services associés à l'occasion, bien sûr, mais aussi sur cet espace, un programme de conférences et de forums qui sont là, qui sont faits pour que vous puissiez envisager l'avenir, comprendre le présent, envisager le futur, bien entendu, avec 3 grands forums. Le premier qui va tout de suite commencer dédié à la distribution en Europe jusqu'à 17h. Et puis demain, nous aurons 2 grands forums. Le premier à 11h jusqu'à 12h10 demain matin, vendredi, dédié aux 2-3 roues à moteur. Equipoto s'intéresse pour la première fois, j'allais dire, à cet univers de la moto, sous l'angle peut-être des convergences avec la filière automobile. Et puis l'après-midi à 15h45, un forum passionnant sur l'hydrogène. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans oser le demander sur l'évolution peut-être de cette filière hydrogène, eh bien vous le saurez demain. Et puis 10 conférences. Alors je ne vais pas toutes les citer, mais on a 3 grandes thématiques. Le développement durable, l'innovation, les technologies bien entendu, puisque Equipoto c'est le salon de l'innovation. Et enfin les ressources humaines avec l'aspect formation qui est fondamental. Et on aura notamment une conférence samedi sur la formation initiale et continue. Voilà, je n'en dis pas plus. On a remis tout à l'heure les trophées internationaux de l'innovation à 4 lauréats qu'il faut absolument aller visiter sur leur stand. Il s'agit de Mallet, Michelin, BASF et Evershop, EV Workshop plutôt exactement, dont 2 trophées qui sont spécifiques aux véhicules électriques. Allez les découvrir sur leur stand. Je n'en dis pas plus. C'est l'ouverture de notre forum et donc je vous cède la parole à toutes les 2. Caroline Ridet et Muriel Blancheton, le journal The Pro. C'est à vous pour ce forum distribution. Merci. Très bonne écoute. Merci Emmanuel. Bon, alors, comme il va jouer le maître du temps, Emmanuel, je te fais remarquer que tu nous as pris 4 minutes sur notre timing. Je vous en laisse 4 à la fin. Yes. Royal au bar. Bon, alors bonjour à tous. Nous sommes partis pour 1h30 d'exploration de la distribution européenne, pièces et services, en plein mouvement de consolidation. L'objectif, être en capacité de soutenir les investissements nécessaires pour accompagner les réparateurs sur leur business d'aujourd'hui et de demain. Alors, concentrer ses forces jusqu'où? Électrification, digitalisation, éco-responsabilité. Comment les groupes de distribution servent au plus juste des parcs européens qui vieillissent mais qui s'électrisent aussi? Comment accompagner et former les réparateurs vers l'électrification? Pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir un quorum d'experts, leaders de la distribution pièces. Dont les noms s'affichaient il y a quelques secondes, mais qui ont disparu. Bon, c'est pas grave. Ah non, ça c'est la suivante, c'est pas grave. Bon, alors lançons tout de suite la première thématique sur les enjeux de la distribution en Europe, avec le sujet hyper stratégique de la consolidation et de la constitution, on n'est pas super bon, c'est pas grave, et de la constitution de géants de la pièce. Alors j'invite à nous rejoindre sur scène Stéphane Antiglio, s'il vous plaît Stéphane, Christophe Sous vos applaudissements, Rollet, bien tous sûr. les applaudissements nourris, Christophe Rollet, alors... Non, vous mettez comme vous voulez. Alors attendez, comme il n'y a rien d'affiché, Stéphane Antiglio, président de Part Holding Europe, Christophe Rollet, directeur général
Non, pas directeur général. PDG de .S Holding. On est bon? Pas mal. Bon, oui, mais c'est trop long. Guy-Olivier Ducamp, directeur monde de l'activité IAM Motrio. Voilà. Alain Landec, président de la FEDA. Et Philippe Rilan, de la Fédération belge Traxio. Et j'invite à nous rejoindre également notre premier keynoteur qui va nous éclairer, nous donner la big picture pour cette première partie. J'invite donc à nous rejoindre Hugues Archambault, consultant fondateur de The Bridge Corporate Finance. Oh là là, vous m'obligez à faire de l'anglais. Hein. Bon, messieurs, merci beaucoup. Et on va commencer tout de suite. Hugues, debout. Hugues n'a pas le droit à une chaise, en fait. Donc, Hugues, pouvez-vous nous dessiner un rapide panorama de la distribution européenne? Et là, j'ai les slides qui arrivent, en fait. Voilà. C'est vous qui avez les slides. Je ne sais pas. Allô? Oui, ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Hugues Archambault, je suis fondateur de The Bridge, qui est une société qui accompagne les ETI et PME de l'après-vente dans leurs projets de croissance externe. Et c'est à ce titre que je suis très heureux de vous parler d'un sujet auquel je participe depuis quelques années en tant que conseil, à savoir la consolidation de votre marché, mesdames et messieurs les distributeurs. Alors, d'abord un petit rappel sur ce marché. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'après-vente européenne? On parle d'un quart du marché mondial, c'est-à-dire 200 milliards d'euros sur 800 milliards dans le monde. À peu près la moitié de ce marché est capté par la marge des détaillants et la main-d'œuvre des réparateurs, ce qui fait que vous, les 45 000 distributeurs européens, vous êtes sur un marché de 100 milliards d'euros, qui est évidemment très impressionnant, et dont le degré de concentration selon les pays varie énormément. Si on regarde ce qui se passe dans le nord-ouest de l'Europe, alors mes slides n'avancent pas. Ah, ils vont moins vite que moi. Si on regarde ce qui se passe dans le nord-ouest de l'Europe avec les deux grands marchés que sont l'Allemagne et la France, qui sont parmi les plus consolidés, ce que l'on constate, c'est que les trois premiers acteurs sur l'IAM détiennent à peu près 2/3 de leur marché domestique. Alors bien évidemment, vous connaissez les acteurs français, PHE, Alliance, IDLP qui sont les trois premiers. Et si on regarde ce qui se passe sur deux autres grands marchés européens, l'Italie et l'Espagne, eh bien c'est un peu l'inverse, puisque moins de 20% de ces marchés est contrôlé par les trois premiers acteurs. Et c'est-à-dire qu'aucun acteur en Italie ou en Espagne n'a même 10% de l'IAM. Alors ça laisse évidemment un gros potentiel de consolidation sur ces marchés du sud de l'Europe, mais également sur l'ensemble de l'Europe, dont 25% du marché global est contrôlé par trois acteurs. Alors qu'est-ce que ça veut dire en termes de classement de ces grands acteurs? Vous pensez peut-être que c'est toujours les mêmes. Ce n'est pas tout à fait juste, parce que trois acteurs ont connu une croissance organique fulgurante depuis 5 ans, je dirais même 10 ans. Le premier de ceux-là, c'est évidemment Intercars, qui est aujourd'hui le deuxième plus gros acteur européen. Il a pris la deuxième place à Alliance ces 3 dernières années. Vous avez Autodoc, qui montre l'importance de l'e-commerce aujourd'hui sur ce marché. Et puis un troisième acteur qui est moins connu, qui est Autopartner, le deuxième polonais, qui fait quand même 600 millions d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Et ça montre une chose qui est, je trouve, assez plaisante dans l'après-vente, qui est un marché mature, c'est qu'il n'y a pas que la croissance externe pour faire de la croissance, on peut aussi faire de la croissance organique. Alors, où est-ce qu'on en est de cette consolidation? Alors, moi, j'ai regardé les choses depuis 2009 et en me concentrant sur les opérations de taille plus importante, c'est-à-dire sur des distributeurs qui font plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 57 distributeurs de plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont changé de main depuis 2009.
Et chose assez intéressante, les investisseurs financiers en ont acheté à peu près un quart, notamment au début de la période. Ils sont assez malins parce qu'ils ont bien vu qu'il y avait un potentiel de consolidation en Europe et que c'était l'opportunité de faire des retours sur investissement intéressants puisqu'un fonds a vocation à acheter pour revendre plus cher. Et la vraie période, la vraie première vague de consolidation, elle a eu lieu de 2011 à 2018 avec symboliquement l'entrée d'LKQ au Royaume-Uni en 2011 et une période très active jusqu'en 2018. Alors bien évidemment, après, on a eu 3 ans de vache maigre, puisqu'on a eu le Covid, mais aussi et surtout, les grands consolidateurs ont eu besoin de faire une pause pour intégrer toutes les sociétés qu'ils avaient achetées. Mais en 2022, eh bien, il semble qu'il y ait un rebond très fort, puisqu'on a eu 8 opérations à plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais 2023 ne confirme pas forcément une tendance. Alors qu'est-ce qu'il en est? Ma conviction, et je vais y revenir très vite, c'est qu'il y a des tendances de fond qui justifient une nouvelle vague qui sera différente de la première, mais qui, je pense, est certaine. Alors, on achète, et quand on achète une société, combien est-ce qu'on la paye? Alors, on a un multiple de valorisation qui est communément utilisé dans la distribution, c'est le multiple d'EBITDA ou d'excédent brut d'exploitation. Et si on regarde les grandes opérations stratégiques, donc celles qui ont été réalisées par des grands distributeurs sur des distributeurs de taille importante, eh bien on voit que le multiple moyen était très élevé, 10,7 fois sur les 12-13 dernières années. Les financiers dont je parlais tout à l'heure, ils ont été malins parce qu'ils ont payé moins cher que ça des belles affaires. Ils les ont payés en moyenne 8,3 fois l'excédent brut d'exploitation. Et si on regarde les opérations sur de plus petits distributeurs, ceux qui ont été valorisés moins de 50 millions d'euros, eh bien on constate qu'en général, le niveau de valorisation s'étend entre 5 et 8 fois l'excédent brut d'exploitation. Alors ça soulève une question un peu évidente. Pourquoi ces différences et qu'est-ce que recherche un acquéreur lorsqu'il s'intéresse à acheter un autre distributeur? La première chose, évidemment, c'est une présence géographique. Ça peut être une densification d'un maillage existant, une expansion sur un nouveau territoire, de la conquête de parts de marché. C'est aussi et évidemment la compatibilité de la gamme parce que ça conditionne de façon très importante les fameuses synergies d'achat qui sont très créatrices de valeur. C'est aussi et bien entendu un savoir-faire et là je voudrais juste souligner une chose, c'est que lorsqu'une société en achète une autre, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'objectif n'est pas de remplacer la direction existante, c'est en général de s'appuyer dessus en espérant qu'elle est pérenne. Autre élément très important, bien sûr, c'est la performance financière. On parle de sous, et donc c'est la croissance, c'est la rentabilité, c'est la génération de trésorerie. Et puis il y a un certain nombre d'autres choses qui peuvent être intéressantes, comme les capacités à mutualiser des gammes complémentaires, créer du cross-selling, etc. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, il y a 3 choses qui comptent plus que le reste. C'est la présence géographique, la taille, la compatibilité des gammes et la performance financière. Mais une fois qu'on a réalisé une acquisition, en général, c'est là que démarre le gros boulot pour l'acquéreur, à savoir celui de l'intégration. Et sans intégration faite correctement, en général, il n'y a pas de retour sur investissement pour l'acquéreur ou il est médiocre. Et je voudrais vous montrer un exemple qui est assez illustrant. LKQ numéro 1 en Europe, dont la présence résulte exclusivement d'acquisitions sur le marché européen. Ils ont au début fait les frais d'une politique d'acquisition extrêmement agressive, puisque après avoir acheté 80 sociétés dans 20 pays, ils se sont retrouvés en 2019 avec une croissance organique qui était nulle et une marge opérationnelle qui avait chuté de plus de 10% à moins de 8%. Ce qui était tout à fait en deçà des attentes du management aux États-Unis et ce qui était aussi très en deçà des attentes de leurs propres actionnaires à la bourse de New York. Donc évidemment, ils ont réagi et ils ont réagi de manière très vive puisqu'ils ont lancé un programme d'intégration européen qui s'appelle One LKQ Europe,
dans le but d'aller chercher au minimum 2 points de marge opérationnelle. Et ils ont fait quelque chose qui ont porté leurs fruits. Ils ont bien évidemment travaillé les achats, puisqu'ils ont consolidé les achats sur plus de 130 fournisseurs, et ça leur a permis de gagner environ 1 point de marge. Ils ont beaucoup travaillé la gamme de produits, et notamment la marque privée, ce qui leur a apporté de la marge et une croissance organique incrémentale de plus de 200 millions d'euros. Et puis, ils ont travaillé la logistique. Enfin, ils ont fait un gros boulot dans tout un tas de domaines, ce qui les a amenés au niveau qu'ils espéraient, puisque au premier semestre de 2023, ils ont eu une croissance organique qui était supérieure à 9% et une marge opérationnelle qui était de plus de 10%. C'est bientôt fini. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre? Parce que le maître des horloges va nous tirer les oreilles. On peut attendre la poursuite de la consolidation en Italie et en Espagne, qui sont des marchés très fragmentés. Également en Angleterre, où il y a un gros potentiel. Il y a de la place derrière LKQ sur le marché anglais, et Allianz continue à y faire régulièrement des acquisitions. Je pense qu'on va voir des petites et moyennes acquisitions sur tous les marchés, parce qu'il y a des sujets de succession chez les distributeurs et parce qu'il y a un appétit renouvelé de la part des consolidateurs. Je pense qu'on va voir aussi un intérêt pour des nouveaux segments. Je pense en particulier à la pièce de réemploi. Vous avez probablement tous vu l'entrée d'Autocirc, l'acteur nordique, sur le marché français avec le rachat de 2 centres Careco. Et puis, quelles opérations, alors concrètement, on peut voir dans les mois ou dans les années qui viennent? De façon certaine, la vente de GSF, qui est le numéro 3 anglais, c'est en cours, ça devrait être finalisé d'ici 1 mois en 2. La vente d'Europart, qui est le numéro 1 du poids lourd, détenu par un fonds d'investissement qui cherche une liquidité. Et puis, si on spécule un petit peu plus, je me tourne vers Stéphane Antiglio. Est-ce que PHE va rentrer un jour sur le marché allemand qui fait partie de l'Europe de l'Ouest qui peut l'intéresser? On aura peut-être des éléments là-dessus tout à l'heure. Si on regarde du côté des constructeurs, Émile Frey était rentré sur le marché français en mettant un bon pied. Est-ce qu'ils vont continuer et aller plus loin en Europe? Ils en ont les moyens. Et puis peut-être pour finir sur quelque chose d'un petit peu provoquant, Stellantis a 30 milliards d'euros de trésorerie nette. Ils vont en dépenser une certaine partie pour augmenter les salaires aux États-Unis. Ils ont des petits soucis avec les syndicats là-bas. Ils vont certainement en dépenser beaucoup pour l'électrification. Mais LKQ, ça vaut 15 milliards en bourse. Alors, moi, je n'ai pas la réponse à toutes les questions, mais en tout cas, je vais suivre avec passion ce qui va continuer à se passer dans les années qui viennent. On va avoir des surprises, je pense, intéressantes. Merci de votre attention. Merci Hugues. Merci Hugues. Très rapidement, Alain Landec, l'historien de cette assemblée. Vous pouvez nous rappeler en 30 secondes, Alain, 30 secondes, nous faire la genèse. Comment les distributeurs, tout d'un coup, sont mis, les grands groupes, à aller chercher de la croissance externe hors frontières? Je crois que d'une façon générale, même il y a bien longtemps, le sujet premier, c'était d'être reconnu par les équipementiers. Puisqu'on avait des équipementiers qui étaient souvent des grosses organisations françaises, mais aussi européennes. Et en face, on avait au départ, par exemple, dans les années 60-70, des distributeurs qui étaient régionaux. Et ils avaient besoin d'être reconnus en tant que tels, mais sous une forme nationale. Donc ils créaient une organisation, ils se consolidaient dans des groupements. Et le premier groupement français dans les années 60-70 s'appelait Gros Franc, par exemple. Personne ne s'en souvient aujourd'hui. C'était les plus gros distributeurs de France, mais qui étaient des distributeurs régionaux qui, en tant que tels, n'étaient pas reconnus, mais massifiés sous forme d'un groupement comme Gros Franc, étaient reconnus par les grands équipementiers, Paris-Rhône, Marshall, qui sont devenus après Valeo. Cette consolidation-là, en France, s'est faite principalement avec les groupements. Les petits distributeurs se sont regroupés. On a connu Dixit Arvro, qui s'est regroupé après avec, en Codafran, puis en Groupe Auto. On voit comment, en France, ces petits distributeurs ont trouvé leur consolidation à travers des groupements. Si je prends celui que je connais bien, Carda Copafa, ça a été la même chose. Et dans les débuts des années 2000, on a créé Star Excel, puis Precision. Voilà comment ça s'est fait. Alors après, il y a eu évidemment dans ces moments-là des rachats, parce qu'il y a eu des opportunités
liées au fait des successions. Ça a été le cas avec l'autodistribution dès les années 70 avec Cofinad, mais ça c'était presque quelque chose d'un peu marginal en France. Alors si on prend en Allemagne, le phénomène s'est passé complètement différemment. Au lieu de faire des petits groupements, ils ont fait des grosses sociétés. C'est comme ça qu'on a vu naître Stahlgruber, Weissesmüller, Trost, qui étaient finalement des mouvements qui n'étaient pas de même nature, hein, puisqu'ils intégraient, rachetaient des petits distributeurs, créaient des grosses sociétés. Donc, une fois que ce mouvement a été fait, en France ou en Allemagne, etc., le dimensionnement était encore insuffisant. On s'est tous confrontés avec des groupes allemands, Bosch ou d'autres, dont le siège était en Allemagne, le centre de décision en Allemagne, et on a considéré qu'on n'avait pas les interlocuteurs pour apprécier notre stratégie en France ou en Allemagne. Donc on a créé des groupements qui sont appelés TEMOT, qui sont appelés ATR, qui sont appelés Autodistribution Internationale, qui sont appelés Groupe Auto International. Parce qu'il y avait nécessité auprès de ces équipementiers d'exister, de montrer qu'on avait une stratégie, souvent d'essayer de montrer à des managements allemands que la distribution en France n'était pas la même qu'en Allemagne, et on avait souvent des difficultés. Donc ce message-là, on pouvait le faire passer qu'à travers les organisations européennes, dont TEMOT, dont ATR et les autres, ADI et Groupe Auto International. Donc ça a été un premier mouvement de consolidation qui était comment on peut être reconnu stratégiquement et en volume. Parce qu'évidemment, comme personne n'est totalement désintéressé, on se disait qu'à travers cette reconnaissance-là, on pouvait obtenir des conditions meilleures en créant, et ça je crois que c'est aussi important, des partenariats particuliers avec les équipementiers. Si je prends le cas que j'ai bien connu qui était TEMOT, on a des équipementiers premium avec qui on construisait des partenariats qui étaient évidemment sur des conditions, mais aussi sur du marketing, sur des aides multiples. Donc ça permettait d'avoir un niveau de collaboration plus important. Ça, c'est le mouvement que je considère comme étant principal de ces organisations. Après, ce qu'a évoqué Hugues, évidemment, c'est une autre dimension qui est arrivée. C'est-à-dire que des organisations sont créées et ont pris une dimension. Moi, je connais la mienne, par exemple, pour pas parler de la FEDA, mais de Precision, où à un moment donné, on a atteint un certain niveau de développement et on se dit, soit je disparais, ou soit je trouve des financements et donc je prends un nouveau type de développement. Mais on sait très bien que quand on passe par un fonds, on passe une fois, deux fois, puis trois fois, il y a une consolidation industrielle qui s'est faite par exemple avec Allianz. Et donc il y a des mouvements comme ça qui sont différents de ce qu'a été l'idée initiale de consolidation. Merci. Et évidemment, je finis là-dessus, au moins 15 secondes de plus. Et évidemment, il y a une dimension après qui apparaît incontestablement que les groupements ont par leur intégration, c'est évidemment de devenir des organisations financières forcément, parce que passer le cap de la reconnaissance par les équipementiers, il y a la vie propre du groupement qui doit évidemment produire auprès des actionnaires, auprès de ceux qui les possèdent, évidemment des résultats particuliers, qui est une dimension différente de celle qu'on avait connue avant. Merci. Merci Alain. Bon, Stéphane Antiglio, vous êtes le patron de PHE, vous êtes dans le top 3 européen et aujourd'hui vous êtes présent dans 6 pays et je lisais que vous réalisiez un tiers de votre business à l'international. Ma question est pourquoi avoir franchi les frontières hexagonales très rapidement, mais surtout pourquoi aussi tardivement par rapport à ce qui bougeait déjà? Alors la réponse est très simple. Franchir les frontières, parce que de toute façon l'Europe maintenant est un marché ouvert et qu'il y a des questions de taille critique. Et ce qu'il faut ajouter par rapport à ce que Alain vous a raconté, c'est qu'en parallèle, il y a eu aussi beaucoup de consolidation chez les équipementiers, qui a souvent été d'ailleurs préalable à la concentration chez les distributeurs. Donc aujourd'hui, on a tout de même un rapport de force avec des groupes équipementiers qui sont incomparablement plus important et plus fort encore que les groupes de distribution, je tiens à le rappeler. Donc après, pour exister au niveau européen, pour être reconnu, pour être représenté, si on reste sur un seul pays, on a du mal. On est toujours respecté si on est bien positionné dans le pays. En revanche, acquérir une dimension européenne donne plus de poids, notamment dans des discussions non seulement sur les achats, mais sur de l'optimisation logistique, sur les échanges de données, sur de la data, parce que notre métier ne se résume pas qu'à de l'achat, il y a beaucoup d'autres choses. Voilà, donc la réponse est simple, c'est que pour moi la consolidation a été une évidence, un besoin, une nécessité. Alors après pour PHE qui s'appelait Autodistribution, elle est arrivée plus tard. Pourquoi ? Tout simplement parce que Autodistribution est une période difficile.
et que pour consolider, il faut avoir les moyens de le faire. Donc il faut être une entreprise saine sur ses bases, rentable. Il ne s'agit pas d'aller regarder l'herbe qui est plus verte ailleurs et puis de laisser son beau gazon mourir au soleil. Donc il faut continuer à bien cultiver son jardin. Donc nous, on a d'abord bien mis les choses en place en France. On continue à le faire d'ailleurs. La France, c'est l'objet de beaucoup de nos préoccupations. Et puis après, quand on a eu les moyens, progressivement et étape par étape, on a été regardé dans d'autres pays pour constituer à chaque fois de belles aventures entrepreneuriales. Un développement en escargot, me disiez-vous, il y a quelques années. Et du coup, l'escargot, effectivement, il y a l'Allemagne. Ah, il ne fallait pas que Hugues me mette ça dans les mains. Oui, alors l'escargot choisit son chemin. Il va lentement, j'espère sûrement, et il choisit son chemin. Donc, nous, les hasards nous ont amenés d'abord au Benelux, et puis ensuite, la rencontre avec des entrepreneurs, parce que nous, notre développement, il est aussi fait de rencontres avec des entrepreneurs qui partagent nos valeurs. Voilà. On ne va pas acheter des entreprises pour acheter des entreprises. On va acheter des entreprises pour vivre avec les dirigeants de ces entreprises une aventure commune, parce que dans la plupart des cas, les dirigeants sont restés, parfois sont associés toujours avec nous dans le capital de nos affaires. Voilà, donc c'est vraiment une aventure collective. Donc on a plutôt rencontré, après notre première incursion hors de France qui était au Benelux, on a plutôt rencontré des entrepreneurs italiens, puis espagnols. Voilà. Et le jour où nous rencontrerons des entrepreneurs allemands, Caroline, nous serons ravis et nous discuterons. Bon, on va suivre ça avec passion. Un autre leader, et le premier d'entre eux, devait être parmi nous. Alex Gelbke devait être avec nous. Il a eu un empêchement, puis la technique nous a lâchés. Donc, mais il a quand même passé du temps avec moi pour préparer ce forum. Il voulait être au milieu de vous. C'est moi qui vais me faire la voix de LKQ très, très, très modestement. Je vais juste rajouter quelque chose sur ce qu'a très bien présenté Hugues. Un point sur le One LKQ, qui avait été lancé trop largement, me disait Alex, et que du coup, ils ont revu un peu à la baisse, en tout cas, ils ont repensé pour faire de la consolidation sur tout le back-office informatique, achat. En revanche, ils sont revenus sur un point. L'Europe de la pièce que nous fantasmons des fois avec Muriel n'existerait pas. Et il fallait laisser à chaque région, alors chez LKQ, une région, c'est un pays pour nous, dans chaque pays, laisser les forces commerciales mener leur vie. Et c'est la nouvelle démarche qui a été mise en place depuis qu'ils reprennent un peu de terrain. Et c'est ça qui mène la nouvelle équipe aujourd'hui d'LKQ. Il m'a précisé également que l'Europe de la pièce n'existe pas. En revanche, les mécanismes européens de la pièce de la vente sont les mêmes partout. Voilà. C'était juste pour ça. Alors, j'ai quand même une petite question, si on a le temps. Messieurs, vous pensez que LKQ Europe est indétrônable ou détrônable aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Personne ne veut se lancer. Ah tiens, Guy Olivier. On va le faire rebondir après, t'inquiète pas. Bon, non, alors... Stéphane Non, mais moi, ce que je dis simplement, il n'y a pas la question n'est pas de détrôner ou pas détrôner. Voilà, chacun suit sa voie. La question, c'est de bien faire son métier dans les pays où on est présent. Voilà. Et de progresser, de gagner des parts de marché là où on est présent. Ah, donc, nous, par exemple, ce n'est pas du tout une obsession chez nous que de détrôner LKQ. Ce n'est pas parce qu'on est les plus gros qu'on est les plus performants. On est au contraire, nous, très soucieux de performer là où nous sommes présents. Voilà. Merci. Ouais. Guy Olivier, je voudrais te faire rebondir sur ce qui a été présenté précédemment. Rapidement, on ne présente plus Guy Olivier Ducamp, patron de la business unit Motrio au niveau monde, logé au sein de Renault, 2500 garages, tu me dis si c'est OK, 7000 à terme, à peu près. Après... Voilà. Est-ce que tu peux réagir sur ce qui a été dit précédemment, sur cette concentration, la consolidation des actifs, le gain, le point de marge? Je te voyais réagir un petit peu sur la présentation. Non, nous, on a une attitude un peu différente. On s'est cherché chez Renault sur quelle est la solution. Est-ce qu'on doit faire de la croissance externe? Est-ce qu'on doit faire de l'acquisition? Et puis, la distribution, c'est un métier. Donc, la croissance externe, elle ne sert à rien si on n'est pas capable de créer de la valeur. Donc ça, c'est un point essentiel. Et moi, je partage ce que disait Hugues. L'Espagne et l'Italie, c'est sans doute là où on verra de la concentration. Elle est nécessaire, au moins pour garantir un minimum de service pour nos clients.
mais je ne suis pas convaincu que la croissance à l'extrême, la croissance externe, ça soit la fin en soi, quoi. D'abord, on crée de la valeur. Et nous, on a... Renault a vendu un de ses assets il y a quelques mois, qui était un distributeur, parce que ce n'est pas core business, parce que ce n'est pas notre métier. Donc après, ça ne sert à rien de partir sur... Est-ce que LKQ est indétrônable? Il faut des moyens. D'abord, ça coûte. C'est qu'une histoire d'argent. Et après, ce n'est pas ça l'histoire. C'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est quoi la place qu'on veut mettre d'une boîte à l'intérieur d'une stratégie? Ça part de là. Okay. Après, on dessine. Ok, je voudrais juste que Christophe Rollet prenne le relais. Excuse-moi. Christophe, donc 5 milliards d'euros chez Point S de chiffre d'affaires, 600 points de vente dans le monde, très internationalisé depuis que tu as... 600 en France. 600 en France, pardon. 660 en France et plus de 6000 dans le monde. Voilà, excuse-moi, pardon. J'ai oublié un zéro. Un zéro près. Ça fait bon, allez, pas de stress chez Point S parce que celle-là, je voulais la faire. Tu estimes également que vous êtes chez Point S dans cette impérieuse nécessité de consolidation? Oui, complètement impérieuse et j'ai envie de dire entre guillemets impériale aussi. Voilà. Sans reprendre ce qui a été dit juste avant, on voit qu'il y a quand même une concentration, je ne vais l'apprendre à personne, de tout. Des constructeurs, des équipementiers, ça a été dit, des grossistes, bien entendu, en France et dans le monde également. Et pour mettre un peu de piquant au débat, mais c'est un peu le but aussi, je pense non pas l'inverse, mais qu'il faut aussi accélérer. Car pour être maître dans son pays, ou un des leaders dans son pays et le rester, il faut aussi aller chercher ailleurs de la compétitivité, de la présence, de la notoriété, notamment. Donc c'est ce que Point S, qui est une coopérative à la base, ce qui nous différencie aussi de certains de mes confrères autour de cette table, a voulu depuis 88, donc c'est assez ancien pour nous, se développer en dehors des frontières, comprenant bien que si on voulait rester en France un des leaders, ou le devenir en tout cas à l'époque, et puis aussi s'internationaliser, il fallait qu'on porte en dehors des frontières, européennes dans un premier temps, puis mondiales, puisqu'on est effectivement dans 52 pays dans le monde. Et on le voit bien, si une société, si un groupement veut résister, puis voir forcir et rester parmi les leaders, il est impérieux et nécessaire qu'il se développe à l'international, à la fois pour chercher plus de ressources, c'est évident, mais aussi plus de compétences. Nous qui sommes par exemple en Asie, on a développé des outils, des services, des produits également, dont l'origine, non pas nous vient d'Asie, mais l'idée en tout cas a été fomentée par nos points de vente en Asie. Donc c'est prendre aussi peut-être pas une longueur d'avance, mais peut-être au moins être dans le marché qui évolue, et ces évolutions sont rapides, on le sait bien, dans le monde de l'automobile, que d'être à l'international, ça vous donne forcément une vision beaucoup plus large. Ok, merci. Sur la consolidation, sur la consolidation, il y avait un élément important, c'est aussi l'harmonisation que cherchait donc LKQ avec One LKQ. Stéphane Antiglio, je voulais vous poser la question de savoir s'il y avait moyen de dupliquer des offres et des services dans l'ensemble des pays, dupliquer à l'identique tous ces services dans l'ensemble des pays où vous êtes présents. C'est faisable ou pas ? Alors oui, enfin moi je rebondis sur ce qu'a dit Christophe. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut déjà croiser les expériences, croiser les expertises. Et nous, on s'aperçoit aussi que finalement, il y a des choses qui se font en Espagne et dont on peut s'inspirer en France. Et puis bien sûr, des choses qui se font en France, dont nos collègues espagnols ou italiens ou belges s'inspirent. Après, dans notre politique aujourd'hui, nous, vous savez qu'on est distributeur, donc on recherche l'excellence en tant que distributeur. Donc par exemple, il y a des dispositifs logistiques et des schémas logistiques qu'on a expérimentés en France et qu'on applique petit à petit, progressivement, dans les différents pays. Vous savez aussi qu'on est distributeur avec la mission de soutenir les réparateurs, donc avec les réseaux de garage. Donc là aussi, on développe petit à petit pour les réseaux de garage. On les développe dans d'autres pays. Par exemple, AD maintenant monte bien en puissance sur la Belgique. On est en train de le relancer également en Italie. Voilà. Et puis tout ce qui est data et digital aussi, qui peut s'appliquer en France, peut commencer aussi à s'appliquer dans les autres pays. Voilà. Donc progressivement, simplement on le fait aussi en respectant les spécificités de chacun des marchés. Parce que l'Europe, ce n'est pas un marché, ce sont des marchés locaux avec des habitudes tout de même différentes, parfois des structures de distribution différentes, avec, je le rappelle aussi, des pouvoirs d'achat très différents selon les pays.
Ça aussi, il faut l'avoir en perspective. Hein. Le salaire médian en France, même en Espagne, déjà, il est différent. Je ne parle même pas des pays d'Europe centrale. Donc il faut pouvoir s'adapter. Il faut s'adapter aussi au parc, hein, qui peut être plus ou moins vieux, plus ou moins composé de certaines marques. Voilà, donc on a un schéma directeur, mais avec une grande souplesse, une grande flexibilité. Christophe, justement, est-ce que tu as votre puissance mondiale, planétaire, permet encore de répondre à des spécificités locales, comme vient d'évoquer Stéphane? Oui, complètement. Je rejoins tout à fait Stéphane dans son propos. En fait, la France est un des leaders mondiaux de la distribution. On sait, je ne vais pas dire mieux que personne, ça serait un peu prétentieux, mais très sincèrement, organiser un réseau de distribution et retail également. On a juste une petite faiblesse, c'est qu'on a tendance, quand on sort de nos frontières, à y mettre des francophones ou des Français tout court. Et je pense qu'on a des bons exemples, Renault, Montrio, AD, et nous aussi. En tout cas, nous, ce qu'on a cherché aujourd'hui, c'est d'aller dans des nouveaux pays qui, d'une frontière, comme tu citais l'Espagne, mais l'Allemagne aussi, sont à côté de la France, puis n'ont pas du tout le même de fonctionnement, le même de communication. C'est des marchés vraiment différents. Et il faut aussi avoir des gens du terrain et des gens du pays pour pouvoir diriger, à la façon française certes, mais avec les modes de consommation, de fonctionnement du pays où nous sommes. Et modestement, chez Point S, c'est peut-être une des clés de notre réussite. On a su, de partout où on est allé, mettre des locaux à la tête de nos Point S de chaque pays pour nous permettre justement d'adapter un fonctionnement qui a fait ses preuves en France, mais forcément qui doit s'adapter dans les pays où nous sommes et où nous irons également. Et la relation fournisseur-fabricant, est-ce qu'elle est, adaptée, elle est suffisante, elle est adéquate? C'est un peu un paradoxe en fait. Parce qu'on pourrait penser que ce sont les réseaux de distribution les moins bien organisés sur un plan international. Et paradoxalement, on se rend compte que c'est souvent les fabricants de pièces, de pneus, qui ont des politiques, alors qu'ils essayent mondiales ou européennes de mettre en place, mais qui n'y arrivent pas forcément toujours. Et que c'est souvent le distributeur qui est obligé de s'adapter aux fabricants plutôt que l'inverse. Et que modestement, là encore, je pense que les réseaux de distribution, il y en a plusieurs ici présents, arrivent plus facilement à s'adapter à tous les pays, mais avec une politique unique serait trop prétentieux, mais en tout cas uniforme, plus que parfois que des équipementiers ou des fabricants de pneumatiques, par exemple. Donc l'Europe de la pièce ou l'Europe du pneu, c'est un fantasme? L'Europe du pneu? C'est pas un fantasme, ça devient une réalité, mais il faut aussi se moderniser. Et puis il y a d'autres marchés, hein. On parle de la pièce, du pneu. Pour elle, ça a su aussi inventer de nouveaux concepts pour aller chercher la profitabilité, car n'oublions pas, Stéphane l'a rappelé tout à l'heure, à la base de tout, il faut gagner de l'argent. Et tout ce que vous faites à l'international, si c'est pour se faire voir ou valoir, c'est bien, mais le mieux, c'est que ça rapporte pour pouvoir investir ailleurs encore. Et chez Guy Olivier, est-ce que c'est là-bas la même question? Est-ce que l'Europe de la pièce, pour toi, c'est un fantasme ou pas? Alors, je reviendrai. D'abord, je vais rebondir sur ce que disait Christophe, sur on doit se nourrir de l'expérience des autres. Et juste pour rappeler la création de la Montrio Business Unit, Renault a décidé d'être présent dans l'IAM. Et quand on regarde l'organisation aujourd'hui de ce qu'est Montrio, enfin en tout cas l'organisation indépendante Aftermarket, il n'y a que 2 transfuges. Les transfuges, c'est 2 personnes qui viennent de chez Renault. Donc globalement, on est allé chercher les meilleures compétences sur l'IAM. Ça c'est la première chose. Après, l'Europe de la pièce ou l'Europe du pneu, c'est déjà là. Hein. Faut pas qu'on se la... Enfin, alors, c'est tout. Moi, je ris quand Christophe parle des pneumaticiens. J'ai passé un peu de temps chez eux. Oui, il y a déjà 20 ans ou 25 ans, quand j'étais déjà dans le pneumatique, on parlait déjà d'harmoniser un certain nombre de choses, alors que les pneus partaient dans tous les sens. Ça existe depuis 20 ans. Il faut juste qu'on essaie de s'organiser. Et c'est vrai que le distributeur qui est sur place, il est plus à même à répondre aux besoins de son client local qu'un manufacturier qui a une vision un peu trop globale et un peu parfois dans une tour de cristal. Ok. Voilà, je vais clore cette table ronde avec Philippe Rilan, donc directeur marketing de la Fédération belge Traxio. J'ai une simple question, Philippe. La Belgique est un marché intéressant parce que très mature et déjà pas mal concentré. Y a-t-il encore des opportunités ? Oui, voilà, certainement. J'ai écouté avec attention tout ce qui a été dit. Et si on peut montrer un petit slide, j'ai fait une analogie. Donc, je suis sorti un peu de cette idée d'uniquement pièces. Et voilà, c'est un graphique qu'on a fait représentant tous les garages indépendants qui font partie de concepts. Et vous retrouvez évidemment dans ce monde tous les fabricants, équipementiers, distributeurs, importateurs. Donc, je crois que ça donne une bonne vue. Sachez que ce monde, et j'ai pris l'évolution sur 5 ans,
le nombre de garages indépendants adhérents à de tels groupements a doublé. Sur 5 ans. Donc on pourrait dire, est-ce que le marché est mature déjà? Je pense que non, et je pense d'abord au marché hollandais où on est déjà bien avant envers nous. Secondo, je crois qu'il y a un deuxième élément qui joue pour l'instant, et c'est au fait un effet secondaire, je pense, qui va se produire suite au changement des contrats de distribution pour les concessionnaires. Et donc, je me fais toujours cette analogie sur le marché de la distribution automobile et des garagistes et de la réparation dans les garages. Je pense que dans les années à venir, il y a beaucoup plus de garages de marques qui vont venir indépendants, qui vont accéder à ce marché des indépendants, qui vont se retrouver par après, pour une grande partie, dans ces concepts de garage. Et donc, ça offre quand même pas mal d'opportunités, de possibilités pour les équipementiers, les fabricants, les distributeurs qui déjà maîtrisent ce marché, de s'élargir leur champ de travail et donc de prendre encore plus de marché, plus de parts de marché. Merci beaucoup Philippe. Nous passons maintenant à la deuxième partie. Alors, je vais vous dire, notre maître des horloges n'arrête pas de me faire un signe. Je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on parle plus vite. Mais bon, j'ai un doute. Enfin bon, passons. Deuxième partie, passionnant panorama de la distribution. On va maintenant s'intéresser au cœur du business, c'est-à-dire la pièce. Au cœur du business et aussi au cœur du service. Parce que l'offre subit l'injonction de s'adapter à un parc vieillissant, à la problématique du pouvoir d'achat du consommateur européen. Hugues Chambon, je vous remercie. Hop, je vous libère. Parce qu'il faut laisser la place à notre deuxième keynoteur qui est Flavien Neuvy, qui va nous présenter... Alors, le directeur de l'Observatoire CTLM, qui va nous présenter un rapide, je dis rapide maintenant à chaque fois pour faire plaisir à Emmanuel, un rapide... maintenant, il m'a dit de ralentir. Le portrait le budget européen de l'automobiliste, une superbe étude qui avait été faite il y a un an, et que Flavien va nous résumer. À vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Oui, en quelques minutes, je vais essayer de cadrer un peu le paysage économique des clients finaux, et en l'occurrence des particuliers, parce que tous vos métiers, messieurs, évidemment, s'inscrivent dans le budget des ménages. Je parle bien des clients particuliers, hein, pas des entreprises. Et que le budget des ménages, il est fortement malmené, bien sûr avec une inflation qu'on n'a pas connue depuis 40 ans, mais aussi avec des évolutions qui sont beaucoup plus structurelles. C'est-à-dire qu'on a un effet conjoncturel avec une forte inflation, mais vous allez le voir, on a des effets beaucoup plus structurels qui viennent aussi impacter votre business. Alors je vais partager quelques slides, je vous promets, je vais être très rapide sur mes slides. Voilà, le premier slide, ça concerne les prix des voitures, on en aura un deuxième juste après. On s'est amusé à quelques... Oh, il faut s'amuser quand on fait des études, hein, parce que quelquefois, c'est pas toujours rigolo, donc il faut quand même s'amuser. On a trouvé un indicateur qu'on appelle le prix du kilo de voiture, vous l'avez à droite. Parce que quand on parle notamment avec les constructeurs et qu'on leur dit que les voitures neuves sont de plus en plus chères, ils nous répondent oui, mais les voitures sont de plus en plus sûres, de mieux en mieux équipées, ce qui est vrai, objectivement. Elles sont de plus en plus lourdes, donc c'est normal qu'elles soient de plus en plus chères. Et donc on a ramené le prix de vente moyen des voitures dans les 5 pays que vous avez, Allemagne, France, Royaume-Uni, Espagne et Pays-Bas, depuis 2001. Et on a ramené au prix du kilo de voiture. Et vous voyez que même si on ramène ça au prix au kilo, en fait on se rend compte que les prix de vente des voitures neuves n'ont pas cessé d'augmenter sur ces 20 dernières années. Si on regarde ce qui s'est passé en France, un indicateur... Je ne suis pas sûr d'avoir la main. Si, merci. Si on regarde ce qui s'est passé en France, c'est très spectaculaire. C'est même impressionnant, en fait, quand on le dit comme ça. Sur la gauche, vous avez l'évolution en baissant en 2001 des prix des véhicules versus l'inflation. Donc les prix des voitures, c'est le vert foncé, le vert clair, pardon. D'accord ? On est à 160 en 2020, donc avant l'augmentation des prix qu'on a connue, notamment liée à la pénurie des composants. Et quand on regarde l'inflation sur la même période, elle est passée de 100 à 128. Pour le dire simplement, les voitures neuves, les prix de vente des voitures neuves ont augmenté 2 fois plus vite que l'inflation. D'accord ? Alors évidemment, les constructeurs ne sont pas responsables de l'intégralité de la hausse, parce qu'évidemment, en face, il y a des normes à respecter, notamment les normes euro, vous savez, qui obligent les constructeurs à dépolluer les voitures. Et donc, évidemment, plus on dépollue, plus ça coûte cher. Mais malgré tout, quand on voit cette évolution, on se rend compte à quel point il y a une décorrélation, si je puis dire, entre l'inflation d'une façon générale et les prix des voitures. Et puis à droite, vous avez l'évolution toujours des prix de vente en baissant en 2006 versus l'évolution du revenu médian des foyers. En gros, est-ce que les prix ont augmenté plus vite que le revenu médian des Français? Et bien là, c'est pareil. Vous l'avez, on a fait plus 38% sur les prix des véhicules, alors que sur les revenus médians, on est
plus 8%. Donc, pour le dire simplement, on a une explosion des prix de vente, alors que le revenu des Français, lui, n'explose pas. Résultat des courses, vous l'avez sur le slide suivant, c'est les ventes aux particuliers. Les ventes aux particuliers se sont effondrées au cours de ces 30 dernières années. J'ai mis différents pays que vous avez ici. C'est le G6, c'est comme ça que je l'appelle, avec l'Allemagne, la France, l'Italie, le Royaume-Uni. Moi, il y a un indicateur que j'aime beaucoup, c'est le taux de ménage acheteur. Quel est le pourcentage de ménages qui chaque année achètent une voiture neuve? Quand vous regardez la France, on est à 2%. En réalité, en 2022, on a fini à 2,2%. Vous avez l'Allemagne qui est à peu près au même niveau, l'Italie qui est encore au-dessus avec 2,8%, et puis on a l'Espagne qui est même en dessous. Alors on va se dire, oui, mais 2,2, est-ce que c'est beaucoup? Pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est de comparer avec le chiffre d'il y a 30 ans. Au milieu des années 90, on était à 7% des ménages. D'accord? On a à peu près 30 millions de ménages en France, on a même 30 millions de ménages. Il n'y en a que 2,2% qui ont acheté une voiture neuve l'année dernière, alors qu'on était à 7% il y a 30 ans. Je vous le dis autrement, ça, on a de moins en moins de ménages qui achètent de voitures neuves. On n'a même plus personne en fait, qui achète de voitures neuves. L'année dernière, c'était 700 000 voitures. Au milieu des années 90, on était à 1 500 000 voitures à particulier, véhicules neufs à particulier. Donc on a un effondrement des ventes. Pourquoi? Ce n'est pas la seule explication, hein, mais une partie de l'explication importante réside dans le prix de vente des véhicules. Qui a les moyens aujourd'hui de mettre 35 000, 40 000 euros dans un véhicule neuf? Pas beaucoup de monde. Et même ceux qui ont les moyens de le faire n'ont pas forcément envie de mettre autant d'argent dans une voiture. Parce que la place de la voiture a évolué dans notre société. Avant, c'était le moyen de montrer qu'on avait réussi dans la vie, qu'on avait un gros salaire. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens de s'affirmer. Et donc, la place de la voiture a changé. Et c'est pour ça que les prix de vente se sont effondrés. Alors, les constructeurs, en vendant des voitures aussi chères, font des marges opérationnelles qui sont historiquement élevées. Hein. Quand on regarde Stellantis, par exemple, c'est très impressionnant. Mais il n'en reste pas moins qu'on ne vend plus beaucoup de voitures. Deux derniers slides qui sont importants également, c'est sur les coûts d'usage du véhicule. Vous voyez, quand on pose la question aux Français de savoir si ça leur paraît cher ou pas, vous avez 62%, quasiment les 2/3 des Français qui nous disent « oui, l'utilisation de ma voiture, ça coûte cher ». Et quand on regarde le budget, alors évidemment, le carburant pèse lourd, hein, et quand on a des prix autour de 2 € le litre, c'est très très sensible. J'ose pas dire explosif parce que ce serait trop facile, mais on n'en est pas loin. Et puis après, vous avez tout ce qui va toucher à l'entretien, réparation et assurance. Vous voyez qu'en Europe, les budgets par ménage sont très différents d'un pays à l'autre. Hein. Il y a des budgets qui sont plus élevés, comme en Autriche, par exemple, ou la Norvège. Et à l'inverse, en France, on est dans la moyenne. En gros, par voiture, c'est à peu près 2 900 € par an de coût à l'usage. Par voiture. Et beaucoup de ménages sont multimotorisés. Hein, moi, j'ai un grand, là, ça y est, il y a 20 ans, il a une voiture, donc à la maison, c'est 3 voitures. Donc, c'est 2000 x 3, enfin 2800 x 3. Dernier slide, pardon, Emmanuel, je ne sais pas si on l'a, voilà, celui-là, il est super important. Le suivant, voilà. C'est certainement, si vous deviez retenir qu'une chose, c'est ça, c'est hyper important. J'ai encore une minute, c'est bon? Allez, une minute. Non, je vous ai mis l'évolution des dépenses des ménages français depuis 92. En vert, vous avez ce qu'on appelle les dépenses contraintes et préengagées. C'est tout ce qui va toucher au logement, donc loyer, crédit immobilier, charges, téléphone portable, abonnement à Netflix, Spotify et tout ça. Enfin, on en a tous partout des abonnements. En bleu, vous avez ce qu'on appelle les dépenses plaisir, tourisme, café, restauration, etc. Et en rouge, les dépenses du quotidien, les dépenses arbitrables. Vous êtes dedans. Il y a les dépenses liées à l'équipement de la personne, c'est-à-dire le textile. Vous avez l'alimentation. Et puis, vous avez les dépenses de transport. Quand on regarde ce qui s'est passé sur 30 ans, on se rend compte que le poids des dépenses préengagées et contraintes n'a pas cessé d'augmenter. On dépense de plus en plus d'argent pour son logement, on dépense de plus en plus d'argent pour les abonnements, ce qui fait que quand on regarde ce qui reste le 10 du mois sur le compte pour aller au restaurant, pour faire le plein de carburant et pour remplir le caddie, en fait, il y a de moins en moins d'argent disponible. C'est pour ça que les gens ont le sentiment que leur pouvoir d'achat n'arrête pas de baisser. Ce n'est pas la seule explication, mais c'en est une. Et quand on est au milieu, là, évidemment, on a un budget qui est pris en étau, parce que vos concurrents principaux dans l'industrie automobile, ce n'est pas forcément celui qui fait le même métier en face que vous, mais c'est le logement, ça va être la vente de canapés, etc. Donc on a une évolution structurelle qui est en défaveur des dépenses arbitrables qui sont au milieu. L'avantage quand même malgré tout, c'est que comme les gens achètent de moins en moins de voitures neuves, je parle bien pour vous évidemment, le parc vieillit, le parc roulant vieillit, et je pense que cette tendance-là est très structurelle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il a 10 ans et demi de moyenne d'âge, le parc français. Je pense qu'au cours des prochaines années, il va encore vieillir. Pour le dire autrement, les Françaises et les Français vont garder leur voiture de plus en plus longtemps, et que donc tout ce qui va toucher à l'entretien, à la réparation, évidemment, a un potentiel de croissance intéressant. Dernier slide, c'est promis. C'est le dernier. C'est pour vous montrer à quel point la tendance est structurelle. Il est simple celui-là. Je vous ai mis les dépenses arbitrables, les dépenses loisirs et les dépenses préengagées et contraintes sur les 60 dernières années. Vous voyez comment ça évolue. Les dépenses loisirs, elles sont toujours préservées.
Ça, c'est protégé dans le budget des ménages. On part toujours en vacances, on a toujours envie de se faire plaisir, quoi qu'il arrive. Par contre, les dépenses arbitrables, leur part s'effondre. Et à l'inverse, les dépenses préengagées et contraintes n'arrêtent pas d'augmenter. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était une évolution structurelle du budget des ménages français. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Flavien. Merci, Flavien. Je vais demander à Christophe Ribérol de le Market Parts de nous rejoindre. Merci beaucoup, Flavien. C'était très éclairant. Bon, alors, est-ce que je retente Alain Landec? Encore 30 secondes, Alain. C'est quoi la question? Bon, la question, elle est toute simple. On est dans un environnement donc, qui est contraint, problème de pouvoir d'achat, parc vieillissant, avec une MDD qui monte. Donc la question, la MDD, l'alpha et l'oméga d'une facture qui se réduit pour vous? Oui, en 30 secondes, ça se fait, ça. Hein. Oui, bien sûr. Je crois que la MDD qu'on a connue, parce que beaucoup d'acteurs, que ce soit l'équipementier notamment, se sont commis dans les MDD il y a quelque temps, c'était simplement pour résister à des offres extérieures dans le B2B. On créait une batterie marque de distribution parce qu'on considérait qu'on avait un concurrent qui amenait une batterie moins chère, etc. Donc c'était défensif et ça correspondait absolument pas à une réponse aux consommateurs. Bon, tout ce qui vient d'être dit là à l'instant, je crois qu'en plus, si on concerne on voit les classes moyennes et populaires, probablement que les dépenses contraintes sont encore plus importantes que celles que vous avez présentées, parce que ça, c'est une vision nationale, toutes catégories sociales confondues. Mais quand on est dans ces catégories-là, on s'aperçoit que, les voitures sont encore plus vieilles que ce que vous avez dit, et que tous ces gens qui ont une voiture à réparer, puisqu'ils la conservent maintenant, ils peuvent faire appel à des pièces neuves, et pour eux, une charge absolument invraisemblable. Donc, évidemment que les marques de distribution, évidemment que les pièces issues de l'économie circulaire, ils vont être demandeurs de ce type de pièces. Il faut savoir, j'écoutais le président d'Intermarché récemment qui disait qu'aujourd'hui 34% des achats étaient faits dans des marques de distribution. C'est-à-dire que les gens qui étaient extrêmement preneurs de grandes marques, comme d'ailleurs dans les pièces automobiles, et même sur les sites Internet. Moi, j'avais des gens qui achetaient sur Internet, et sur Internet, ils ne veulent pas acheter de pièces marques de distribution. Ils voulaient des grandes marques. Aujourd'hui, tout ça est en train de changer parce qu'on évoquait, le pouvoir d'achat des gens, etc. Et puis, compte tenu de ce marché de consommateurs qui existe, il faut dire qu'il y a maintenant des réponses par les organisations, Autodistribution Isotech, Alliance NAPA, je parle de mes adhérents, mais on voit bien que ces réponses structurées qui sont marketingment parlant efficaces, contrairement à ce qui se passait avant, vont pouvoir répondre, là encore de façon efficace, aux attentes du consommateur. Et donc je pense que la part de pièces issues de l'économie circulaire comme des marques de distribution qu'on connaît aujourd'hui va augmenter de façon très sensible, puisque à horizon 2035, on sait que le parc thermique va continuer d'exister fortement. On a fait un livre blanc à la FEDA qui démontre que même en 2035, avec un très gros des véhicules électriques qui arrivent en masse, on serait encore à 70% de parc thermique, au mieux, et peut-être plus. Ça veut dire que le parc thermique, même s'il est fait avec des hybrides, sera fait avec des vieilles voitures qu'il faudra entretenir avec ces pièces-là. Donc, je pense que ce marché-là, de la MDD et des pièces issues de l'économie circulaire, ont un marché extrêmement important devant eux. Merci. Alain, vous parliez donc d'Isotech. Isotech, la MDD... premium d'autodistribution. La question que je vous avais posée quand on avait préparé, Stéphane, c'était Isotech, ça marche très bien en France. Est-ce qu'elle est exportée dans les pays où vous êtes présents? Et du coup, votre remarque me faisait poser l'autre question. Faut-il une ou des MDD quand on veut s'attaquer au marché européen? Alors, d'abord, Isotech, effectivement, marche très bien et correspond à ce que vous avez rappelé et ce que Alain a rappelé. Hein. Il y a une demande de plus en plus forte pour des pièces de qualité, mais avec un budget plus accessible, un montant plus accessible. Donc ça, c'est lié au vieillissement du parc, c'est lié à la pression sur le pouvoir d'achat des ménages qui remettent la pression sur leur garagiste qui lui-même cherche une solution. Heureusement, nous avons la réponse. Après, sur le plan européen, alors nous, on a racheté des entreprises qui avaient déjà elles-mêmes initié des démarches MDD. Donc, en étant fidèle à ce que je disais tout à l'heure, on s'adapte. Donc, on a plutôt
eu tendance jusqu'à présent à conserver les marques qui avaient été lancées, les marques de distributeurs qui avaient été lancées. Ce n'est pas un grand mystère, ce n'est pas un grand secret que de dire qu'en revanche, on y met souvent les mêmes produits que ceux qui sont sous la marque Isotech en France, voilà, donc venant des mêmes origines. Et, voilà. Et puis nous avons commencé simplement sur Isotech, et nous allons le faire progressivement, à l'implanter effectivement dans les pays où nous sommes présents. Voilà. Donc ça fait partie des stratégies de fond, de réponse à un besoin qu'on observe dans tous les pays où nous sommes présents. Même chose pour toi, Christophe, la MDD pièces et pneus et pièces, c'est ancré chez Point S depuis fort longtemps. Est-ce que vous la déployez de la même manière au niveau mondial? Alors, deux choses par rapport à ta question. La première, je voulais revenir sur l'analyse pertinente qui nous était faite juste avant. Je pense qu'il faut que les médias, les analystes et l'État même arrêtent d'inquiéter le consommateur final sur la presque fin des véhicules roulant dans les années 30, 35, voire 40. Je pense qu'on a encore des belles périodes devant nous. Ça a été dit, et c'est vrai, le parc vieillit. Donc ça, pour tous les réparateurs, c'est une première bonne nouvelle. On le constate depuis quelques années et ça va continuer là-dessus. Je m'inscris complètement dans la tendance. Mais deux, même s'il faudra changer notre mode de consommation, notre mode de réparation et des véhicules que l'on réparera, on restera présent parce qu'il y aura toujours, comme un peu les films que l'on a fait nous, Point S, plutôt que de faire des promotions et de l'éducation, parce qu'on reste modeste, on a voulu aussi dire aux consommateurs de tout type, du chauffeur poids lourd à la dame à la retraite, en passant par la jeune personne qui emmène ses enfants à l'école, que les consommateurs auront toujours besoin d'un véhicule, et notamment d'une voiture. Ça, c'est un premier point. Pour répondre, malgré tout, à ces problématiques marché par rapport à l'MDD, c'est vrai que nous, on est un réseau qui se situe à la fois en termes d'image de marque, mais également dans les produits que nous vendons et les marques que nous proposons, plutôt au niveau premium. Donc on subit, on ne va pas dire contrairement aux autres, le pouvoir d'achat tel qu'on le connaît, mais on fait tout pour inciter nos 660 centres en France et partout ailleurs dans le monde à rester au mieux à un niveau premium. Le deuxième niveau de réponse qu'on a, on s'oriente davantage à aujourd'hui sur de la MDD que sur du premier prix. Alors on s'est organisé depuis longtemps. Nous, ça fait depuis les années 90 environ qu'on a un pneu premier prix, été, hiver, 4 saisons. On a même des pneus cloutés dans les pays scandinaves et le Canada notamment à la marque .S. Mais ça reste un potentiel et un pourcentage que l'on veut modérer. Mais tu vends combien de pneus en MDD? C'est combien en volume? Plusieurs millions dans le monde. Plusieurs millions de pneus MDD vendus dans le monde. Mais par contre, on cantonne à 15% environ, dans tous nos centres, la part de MDD. Donc on n'est pas des survendeurs de MDD. On reste quand même très premium. Et Alain le disait tout à l'heure, je pense que l'alimentaire est difficilement comparable au monde de l'automobile. Ça reste le premier acte de consommation pour le client. La voiture vient bien après. Et c'est vrai que la MDD doit avoir un poids, mais pas tout le poids d'une enseigne comme la nôtre ou comme d'autres également. Puis dernier détail, nous MDD, ça veut dire forcément marque et notre marque. Parce qu'il y a des MDD qui sont sans marque. Nous, on a voulu vraiment, parce que c'est aussi un vecteur de communication, il ne faut pas l'oublier. Et nous qui sommes un, entre guillemets, grand communicant, on a voulu aussi, par l'intermédiaire des MDD, montrer la marque à des consommateurs sur les pneus et puis sur les pièces, puisqu'on fait aussi beaucoup de pièces et d'accessoires à la marque .S. Ok. Guy-Olivier, pardon, Alain, tu voulais dire quelque chose? Je suis assez d'accord avec toi, mais je pense que le consommateur est en train de basculer, en fait. C'est-à-dire que sa vision maintenant, notamment on parlait des classes populaires et moi je vois tout moi dans mes campagnes, etc. Les gens aujourd'hui ils ont une obsession, c'est le fric qui leur reste en fin de mois. Et donc chaque fois qu'ils ont une opportunité d'acheter moins cher, ils le font dans quelques domaines que ce soit, dans les fringues, et donc parce qu'avant les fringues on achetait des fringues neuves, etc. Maintenant ils achètent de plus en plus de fringues d'occasion, etc., etc. Je pense que la psychologie du consommateur est en train de changer de façon simple. Puis je voulais te dire aussi que la première pièce en marque de distribution dans le monde de l'automobile, elle a été faite par la compagnie européenne d'accumulateurs et c'est moi qui l'ai faite, c'était une batterie .S. Comme quoi, on revient toujours à l'histoire, au passé. Ben voilà, c'est ça. Guy-Olivier, je voudrais que tu rebondisses sur je veux juste rebondir sur la MDD Motrio. Déjà, la MDD Motrio, d'abord, on est ce que nous on appelle un OEM patented. Donc, on n'est pas une MDD, on est un constructeur qui fabrique une pièce pour répondre à un besoin client. La MDD, en tout cas Motrio, ça a 25 ans.
La seule différence, c'est quand il y a 25 ans, on a créé la MDD, en tout cas Motrio, on l'a créé pour un besoin du constructeur. Voilà, j'ai un problème, j'ai une pièce captive, je mets une pièce qui s'appelle Motrio pour ne pas perdre de part de marché. Ça a changé avec ce qu'on vient de voir sur l'observatoire de CTLM, l'inflation. La MDD, c'est plus une réponse à un constructeur, c'est je réponds à un besoin client. Donc nous, on a transformé un petit peu ce qui est un asset d'un constructeur il y a quelques années en une véritable offre. On est passé de 5 000 pièces à 12 000 pièces aujourd'hui. On couvrait 80% du parc circulant en France, 40% en Europe il y a 3 ans. Aujourd'hui, on couvre 50% du parc circulant européen et on va couvrir 80% du parc circulant avec la marque Motrio avant 2025. On sort 200 références par mois et on reste un constructeur. Donc chez nous, c'est un peu plus compliqué que pour un distributeur de faire une marque MDD. C'est un peu plus long, on a un peu une grosse machine et on ne fait pas tout n'importe quoi. On est vraiment très structuré sur qu'est-ce qu'on offre comme pièce. La MDD, elle doit correspondre à un besoin. C'est à la fois une pièce de qualité, donc on n'est pas dans du low price. On est vraiment sur une pièce qui répond à un besoin, qui est celui, ce qu'on appelle le tier 2. Je suis positionné en fonction du besoin de mon client, de ce qu'il a dans son portefeuille. S'il a 100 balles, il a 100 balles. Il ne va pas dépenser 200 balles, surtout qu'on l'a vu, ce n'est pas dans les achats plaisir, on le sait. Et par contre, on va à la fois positionner une marque qui correspond à son besoin, qui va être accompagnée dans nos réseaux, donc on va l'utiliser un peu partout. Et on s'engage aussi et on s'autorise aussi parfois à basculer directement sur du Rayman. Donc on est dans cette logique de... Chez nous, c'est un peu comme au café. On a le thé ou le café, quoi. On rentre dans nos réseaux, c'est la pièce d'origine d'abord. Après, c'est la MDD. Et puis après, on va sur le Rayman. Mais avec une offre très décomposée qui correspond à un besoin client avant tout, quoi. Merci Guy-Olivier. Merci Guy-Olivier, il me voyait, il savait bien que j'allais lui dire merci. Bon, la question, elle est bien de répondre aux besoins des consommateurs, mais il y a aussi sur la pièce une autre problématique, c'est la disponibilité. Les 2 dernières années ont montré à quel point la question était aiguë. L'outil digital devient une voie de fluidité du marché et peut-être un moyen de payer moins cher. C'est ce qu'on posera comme question à Christophe Ribérol, qui est à la tête de Market Parts, qui annonce, qui met en commun des pièces de distributeurs et équipementiers du monde entier, ce qui permet d'avoir une grosse visibilité. Christophe, je suis désolée, mais on est court en temps. Et du coup, si vous voulez tout savoir sur Market Parts, qu'on ne va pas pouvoir présenter, je lui ai demandé, il a un stand ici, au L120. Merci, je vais être très précis. D'abord, très honoré de participer à un plateau comme ça. Alors, Market Parts, c'est une toute petite société encore. On a été créé en 2019. On a une équipe à Lyon. Depuis un mois, un bureau, enfin une équipe complète à Chennai en Inde. Et d'ici la fin de l'année, une équipe aux États-Unis. On fait quoi? En fait, on a un immense entrepôt digital où les distributeurs et les équipementiers viennent poser leur stock. Donc, on met en visibilité tous ces stocks de distributeurs et d'équipementiers au même endroit, et on s'adresse uniquement aux équipementiers et aux distributeurs. C'est-à-dire, les clients de Market Parts sont uniquement des distributeurs, et les vendeurs de Market Parts sont à la fois des distributeurs et des équipementiers. On ne s'adresse pas au garage, on s'adresse à des gens qui achètent et qui stockent de la marchandise, voire qui en fabriquent lorsque c'est des manufacturiers. Et de l'autre côté, j'ai des distributeurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit la concentration. Là, j'ai vu toutes les concentrations en Europe. Certains travaillent déjà avec Market Parts. En général, 8-15%, le gars des achats, le matin, il a un problème sur 8 à 15% de ses achats. Il n'a pas de dispo. Bien là, avec le digital, il a accès à un certain nombre de stocks. Alors, localement, dans un pays proche, donc il peut se faire livrer dans des conditions de délai qui sont acceptables pour le marché. Donc, c'est une information vraiment en B2B qui nous permet d'avoir une visibilité sur les stocks. Le service, il est totalement gratuit pour les distributeurs. On prend simplement une commission sur chaque transaction. Et aujourd'hui, pour vous donner une idée, sur la plateforme, on a 30 000 distributeurs qui viennent, qui sont inscrits, qui ont un compte, sur 129 pays. Alors on a quand même une grosse partie, 70% de notre activité est encore européenne,
mais là, elle va s'équilibrer entre les États-Unis et la zone asiatique. Et du coup, Christophe, est-ce que ça permet de jouer et sur les prix et sur l'offre? C'est plutôt du premium, c'est plutôt du tier 2, du tier 2 ou est-ce que ça permet de jouer sur les prix ou c'est en fait la dispo qui va... Alors, moi, je viens du monde du B2C, dans la pièce automobile. Il est clair que notre argument principal, c'était le prix. Depuis le Covid, l'argument est de plus en plus, quand on voit les niveaux de la capacité de réponse aux commandes de gros équipementiers, la disponibilité aujourd'hui est vraiment un point hyper important. Oui, mais les grandes organisations ont mis en place des structures logistiques qui sont super puissantes. Alors, oui. Il y a quand même besoin de vous. Oui, parce que aucun de mes camarades à gauche a envie de surstocker. Mais d'un autre côté, il veut répondre à toutes les demandes. Donc il faut bien qu'il y ait une variable d'ajustement. Et ben, la variable d'ajustement, c'est Market Parts. Si vous surstockez, ça coûte. Si vous n'avez pas assez, ça coûte aussi, puisque vous perdez une partie qui est importante de votre chiffre d'affaires, compte tenu de la taille de vos entreprises. C'est une réponse, c'est une des réponses. On n'est pas la réponse ultime, mais c'est une des réponses, et utiliser le digital pour cette réponse-là. Non, simplement, fait une remarque, c'est que d'une certaine façon, je prends les stocks que nous avons qui répondent à 90% des attentes, c'est-à-dire un consommateur arrive dans un garage et dit je veux ma voiture pour ce soir. D'une certaine façon, le grossiste local, la plateforme, le stock national, en moins de 12 heures répond à 90%, etc. Et souvent, celui qui a une voiture un peu particulière, il sait très bien que quand il arrivera dans le garage, on va lui dire bon, ta voiture c'est 3 jours, 4 jours, parce que c'est une voiture un peu atypique. Et il accepte ce délai. Donc est-ce que la disponibilité pour ces pièces un peu exceptionnelles est aussi nécessaire que ça et justifie autant de mise en œuvre, quoi? C'est vrai que la livraison à 4 jours pose de plus en plus questions aujourd'hui. 4 fois par jour en H+4 pose de plus en plus questions aujourd'hui chez les distributeurs. Bon, ouais, c'est une question, mais en fait, je vois de l'autre côté qu'il y a de plus en plus de distributeurs qui nous contactent et par rapport à ces ruptures, acceptent le fait de recevoir la pièce en 2, 3, 4 jours. Puisque c'est clairement mis sur le site. Effectivement, c'est une question que je me suis posée, puisque venant du B2C, on doit promettre à un client final qui a réservé chez un garagiste, donc on ne doit pas se tromper. Eh bien, et je ne peux pas dire, c'est sur certaines typologies de pièces. Non. Là, c'est vraiment sur des typologies de pièces où il y a des problèmes sur le marché, il y a des manques, mais la pièce, elle est peut-être dans un entrepôt en Espagne, en Italie, en Pologne. Donc c'est ça, je peux même pas. On n'a pas observé, on fait que des pièces bizarres. Et je ne peux pas dire ça. Bon. Et il y a une catégorie pour certaines pièces où les gens se disent ok, j'ai un niveau de stock, je suis à 10, je suis à 15, théoriquement je dois être à 80. Il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va la vendre. Attention, alors juste un détail, en B2C, sur les pièces automobiles, si on parle d'eBay, si on parle des gros pure players que vous connaissez, Oscaro, Mister Auto et compagnie, le panier moyen, c'est 70 €, 75 € hors pneus. Chez Market Parts, le panier moyen, c'est 20 000 €. Donc le gars qui a besoin d'une plaquette de frein, d'un disque de frein, et qui va voir son garagiste, et le garagiste n'est pas mon client. Donc il y a une étape, donc je ne le ressens pas et je ne peux pas donner des typologies de pièces. Donc vraiment, on est là pour travailler avec les distributeurs, on est au service des distributeurs, et encore une fois, et on a vu ce qui s'est passé dans le B2C, le digital en fait va servir cette industrie, parce que c'est la réalité. Donc les ruptures d'un côté, l'information de l'autre qui permet aux gens d'avoir une disponibilité des pièces, effectivement, et sur ce fait-là, on ne vient pas en concurrence, on ne fait pas du H+2, du H+3, du H+4, non, on leur permet d'avoir un niveau de stock raisonnable et qui perdent le moins de ventes possible. Merci messieurs, nous passons donc, je vous invite Christophe, je vous libère. Moi, maintenant, j'ai 2 micros. Voilà, on va entamer la 3e et dernière partie de cette session concernant l'électrification et les services aux pros. Donc, j'appelle immédiatement Mathieu Simon, partenaire chez Roland Berger, qui va nous faire une superbe présentation.
Auparavant, je voudrais juste préciser qu'en termes d'électrification, la vitesse de pénétration des véhicules électriques sur le marché est lente, mais elle est actée. C'est un virage qui est pris. C'est une évidence. Les réparateurs doivent donc se tenir prêts à accueillir un jour ou l'autre ces véhicules. Ah bah tu viens pas à côté de moi, toi, non, tu reviens. Bah, j'ai cru que je me mettais là, mais... Ok, non, c'est pas grave, je ne t'en voudrais pas. Donc les réparateurs doivent se tenir prêts à accueillir ces véhicules dans les ateliers. Si cette première vitesse est enclenchée chez les concessionnaires, elle doit être prise également pour les réparateurs indépendants multimarques. Comment les groupements supportent leur réseau en matière d'électrification? Ah, il faut que tu viennes à côté de moi, je pense. Ouais. Comment les réparateurs vont-ils ajouter cette prestation à leurs ateliers? Est-ce rentable? Est-ce utile? À quelle échéance? Pour démarrer, Mathieu, tu vas nous faire donc ta présentation et je vais ensuite démarrer la session. À toi. Très bien. Bon, maintenant que je suis bien placé, je peux commencer. Donc, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais essayer de faire vite puisque je comprends qu'on est un peu en retard. Donc, je vais vous passer. Alors, moi, comme je suis consultant, j'ai plein de slides, mais je vais les passer assez rapidement, ne vous inquiétez pas. Donc, quelques mots. J'espère que j'ai la main. Quelques mots sur... alors, quand je défile les slides, ça revient en arrière. C'est étonnant. Je vais essayer d'arriver à la page d'après. J'aime beaucoup cette slide. Attendez, ouais, j'essaie de la prendre. Celle-là est sympa, mais on peut, je pense, la passer. Voilà, super. Alors, beaucoup de choses déjà ont été dites en fait depuis tout à l'heure, donc je ne vais pas forcément rappeler exactement 100% de tout ça. Si on remet la slide plus que ma tête, en fait, on verra des chiffres intéressants. Et moi, j'ai tenu à commencer par ça pour montrer un petit peu de statistiques peut-être. Modestement sur comment nous on perçoit le marché et son évolution au niveau européen. Donc on est parti là ici du marché total tel qu'on l'estime chez Berger en aftermarket en Europe, avec tout inclus, comme l'évoquait Hugues tout à l'heure, à la fois les pièces, la main d'œuvre, la marge des réparateurs. Donc on est sur un marché qui faisait à peu près 200 milliards, là aussi comme disait Hugues tout à l'heure en 2019, un petit peu moins, qui a beaucoup quelque part été perturbé par le Covid de façon très exceptionnelle, parce que depuis 20-30 ans, l'aftermarket, il faut le rappeler, en fait, n'a jamais chuté, sauf au moment du Covid, parce que soudainement, on a eu une rupture de mobilité liée au confinement plus ou moins strict en fait, des populations et très variable à la fois dans le temps et dans les modalités, dans les géographies, mais donc une chute de ces kilométrages de l'ordre de 15% en 2020 qui ont amené l'aftermarket à diminuer légèrement. Et puis de la même façon, un peu en 2021 également, puisqu'on était de l'ordre de 7 à 8% de kilomètres parcourus en moins par rapport à la norme de 2019. Une fois ceci dit, en 2022, vous voyez que le marché est reparti à la hausse avec un retour en fait aux éléments fondateurs du marché, donc un parc déjà de véhicules de 38-39 millions en France, à peu près 300 millions en Europe, un parc de véhicules qui roule de l'ordre de 13 à 15 000 km par an suivant les pays et suivant les véhicules. Et puis enfin, au-delà de ce volume, un nombre de visites dans les garages et un panier moyen de dépenses de chacun de ces véhicules dans ces visites. Donc on est revenu sur un marché qui par ailleurs en fait, a beaucoup bénéficié en 2022 de ces retours aux fondamentaux, mais également d'une inflation importante. Et là, l'inflation, elle n'est pas simplement technologique, mais elle est également conjoncturelle, macroéconomique. Donc, tout à l'heure, Flavien expliquait que depuis 20 ans, 30 ans, on voit une inflation importante dans les prix des véhicules. Ça s'est également matérialisé sur l'aftermarket. Et pourquoi? Parce qu'on a une inflation avant même qu'elle soit... Oula. Alors, je suis magicien de la télécommande. Avant même qu'elle soit macroéconomique, elle était bien technologique. On a des équipementiers, des constructeurs qui amènent des nouvelles technologies dans les véhicules. Ces technologies, elles sont électriques, elles sont électroniques avant ça en fait, elles sont connectivité. Et donc ça a tiré le prix des pièces vers le haut. En 2022, il y a une inflation de l'ordre de 10%, ce qui fait que l'aftermarket a augmenté de façon importante. 2023, c'est un petit peu projectif, mais on est presque à la fin de 2023 et nous on attend dans cet aftermarket une croissance d'à peu près 5%, tirée là aussi par l'inflation, là aussi macroéconomique et technologique, une inflation qui va être plus raisonnable, de l'ordre de 3 à 6%. Pourquoi plus raisonnable? Parce qu'on a toujours un schéma d'inflation important, mais il y a une question de répercussion prix de la part des constructeurs, de la part des équipementiers, de la part des distributeurs grossistes comme mes éminents confrères sur cette table ronde, et donc sans doute plus raisonné de l'ordre de 3 à 6%. Ensuite, jusqu'à 2025 et 2030, bien, je pense que Christophe disait tout à l'heure, en effet,
il y a des gens qui disent que le véhicule est fini, que l'aftermarket va vivre des heures très sombres. Nous, chez Berger, on n'est pas du tout de cet avis-là. Hein. Le véhicule, bah, on en aura besoin dans 30 ans, dans 50 ans encore, pour des questions de mobilité, sauf quand on est dans certains centres très très urbains dans lesquels les mobilités douces peuvent exister, mais c'est quand même pas le cas du commun des mortels. Et par ailleurs, l'aftermarket, nous, on croit très fermement qu'il y a des belles heures devant l'œil, parce que il y a un car park. Ce car park, il est stable et même il est légèrement croissant du fait de la démographie de la population, mais également en fait, du fait de la durabilité des véhicules. Les véhicules peuvent maintenant avoir une espérance de vie jusqu'à 20-25 ans en fait en vérité. Et par ailleurs, du fait des prix qui vont continuer à augmenter puisque les technologies là aussi progressent, elles pénètrent les véhicules et donc bien sûr ça va augmenter. Donc voilà un premier regard sur les statistiques. Ensuite, sur cette deuxième slide, on a quelques-unes des tendances un petit peu majeures qui percutent quelque part l'après-vente. L'après-vente, on dit toujours, quelque part, c'est un mouvement tectonique qui prend beaucoup de temps. Pourquoi? Parce que on est sur une cohorte de véhicules qui évolue peu rapidement. L'âge moyen du parc est entre 11 et 12 ans aujourd'hui en France. Donc on a le temps avant de voir des changements profonds arriver. Néanmoins, depuis 6, 12, 18 mois, on voit des changements un peu plus rapides se produire. Donc à gauche, vous avez les tendances conjoncturelles, à droite, les tendances plutôt moyen-long terme, un peu plus structurelles. Alors les tendances, j'ai commencé à en parler à gauche. Il y a déjà l'inflation. Il y a des perturbations de la supply chain, donc de l'approvisionnement des pièces, pour parler français, qui sont liées aux ruptures d'approvisionnement, qui sont liées aux pénuries, qui sont donc liées au surstock dont parlait, je crois, Christophe tout à l'heure, hein, les surstocks qui sont matériels et significatifs dans la chaîne. Il y a également, l'augmentation de la marque de distributeur. On en a largement parlé depuis tout à l'heure. Et la marque de distributeur, elle est vraie en automobile comme dans d'autres produits. Alain le rappelait. Et puis, il y a l'émergence du sujet de la sustainability. Alors, ça fait un petit peu tarte à la crème comme ça quand on le dit, mais en vérité, c'est aussi vrai. Alors, ça se matérialise avec quelques facteurs. Le premier, c'est les PIEC, donc les fameuses pièces issues d'économie circulaire, qui répondent à la fois aux besoins écologiques vertueux demandés par les clients, demandés par les assureurs. C'est aussi en fait un besoin économique tout bêtement. Et puis la sustainability se matérialiser par des transports plus raisonnés, du kilométrage à vide mieux optimisé, qui là aussi répondent à des questions économiques. À droite, vous avez quelques-unes des tendances structurelles. La première, c'est pour ça qu'on m'a demandé d'intervenir, c'est l'électrification. Alors l'électrification, un mot là-dessus. C'est évidemment l'éléphant dans la salle, comme on dit. Donc on sait tous que les véhicules deviennent électriques. J'ai été tout à l'heure, comme vous sans doute, certains d'entre vous, me balader dans les allées. On voit plein de véhicules très électriques, très électrifiés dans le salon nouveaux véhicules. Oui, mais en fait, il faut avoir en tête plusieurs choses. Il faut avoir en tête, petit 1, que l'arrivée dans les ventes est réelle, elle est quand même progressive. Petit 2, que l'arrivée dans le parc, de facto, est quand même encore plus progressive, parce que, évidemment, on a une espèce de phénomène de résistance et de cohorte dans le parc. Et à nouveau, l'âge moyen est de 11 à 12 ans, donc avant que ça percole dans le parc, il faut un peu de temps. Et petit 3, la plupart des personnes qui sont sur cette table ronde ici assises représentent l'independent aftermarket, donc la partie indépendante du marché. Donc adresse plutôt les véhicules de plus de 5 ans. C'est le cas de Christophe, c'est le cas de Stéphane, c'est le cas aussi de Guy, puisqu'il est chez Motrio. Donc là aussi, on a encore plus de temps. Enfin, le véhicule électrique, je tords peut-être le coup à une idée un peu reçue qu'on a. Oui, un véhicule électrique, ça a moins de maintenance. C'est évident. Il y a des choses qui disparaissent, des choses qui diminuent. Donc les filtres, les huiles, etc. On sait tout ça. On estime chez Berger que c'est à peu près 20%, 25% peut-être en moins. Maintenant, il n'y a pas que du négatif, il y a aussi du positif. Il y a des choses nouvelles qui arrivent, des produits, des services, et en particulier liés à la batterie, parce que un véhicule électrique, on peut penser, on ne sait pas encore, mais on peut penser qu'un véhicule électrique, ça va vivre aussi, pas simplement 5 ans, mais peut-être 15, 20, 25 ans, on verra bien. Et à un moment donné, comme un smartphone, il va falloir se poser des questions typiquement sur la batterie. Comment on fait pour que la batterie ait toujours une autonomie suffisante, entre autres. Donc on aura ces questions-là, et ce qui est intéressant, c'est que l'aftermarket, par rapport aux ventes de véhicules neufs, a 10, 15 ans pour se poser ces questions et se préparer, et préparer les amis garage en fait, au bout de la chaîne. Autre tendance structurelle, le digital et la data, Christophe en parlait aussi, c'est une tendance majeure. Pourquoi? Parce que bien sûr, nous tous consommateurs en premier lieu, on a envie d'avoir les mêmes facilités d'usage dans le monde professionnel que dans le monde particulier. Et ça se traduit par plein de choses. C'est de l'achat en ligne avec Oscaro, c'est du booking en ligne avec ID Garage ou avec Fixter. C'est tout simplement la connectivité des véhicules de plus en plus qui commence à arriver, je dis bien commence, mais qui va devenir une réalité aussi, qui va permettre de la prédictive ou préventive maintenance, c'est-à-dire quelques bulletins de santé qui vont vous dire quand est-ce que vous allez pouvoir ou devoir aller changer telle ou telle pièce.
Il y a l'arrivée du leasing. On va rester sur cette page, mais oui, l'arrivée du leasing, je pense que tout à l'heure, dans l'observatoire CTLM, Flavien disait, je sais de me dépêcher, mais je peux vraiment pas parler plus vite. Je peux couper un mot sur deux. L'arrivée du leasing, et pourquoi? Parce qu'on voit bien que c'est une question d'offre et de demande. Côté demande, pourquoi? Les véhicules, il y a quand même un prix moyen qui augmente, et Flavien le montrait très justement, il y a une courbe en ciseaux, comme on dit, avec un écart qui se creuse entre le salaire médian des Français ou des Européens et le prix moyen d'un véhicule comparable, une 205, 206, 207, 208, etc. Et donc le leasing répond en partie à ça, parce que si ce n'est qu'on puisse acheter toujours un véhicule en le payant en cash ou en crédit, on peut aussi le leaser. Et le leaser répond par ailleurs à une demande des clients qui est non seulement j'ai un véhicule, c'est un véhicule statutaire si je puis dire, mais je peux l'utiliser pour 3 jours, pour 1 mois, pour 3 ans. Et donc ça va arriver. Ça pose des questions pour l'aftermarket. Pourquoi? Parce que ça veut dire que derrière, il faut arriver à organiser en fait, l'aftermarket qui va avec, quand on le lease pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans ou plus. Enfin, les alliances. Moi, ce qui me frappe, et j'en conclurai par là sur cette slide, ce qui me frappe, c'est qu'on est dans un monde qui devient un petit peu plus mixte, un peu plus fongible entre les frontières qu'on avait entre le monde constructeur OI et le monde indépendant. Et donc on voit bien qu'il y a des initiatives des uns des autres. Guy, je pense, en est un bon représentant. Hugues, tout à l'heure, mentionnait quelques possibilités futures. Et puis on voit aussi les constructeurs chinois qui sont là, qui sont juste à côté, et qui vont aussi demander en fait des partenariats, sans doute, des solutions de distribution, de réparation. Et certains des acteurs partenaires peuvent être dans cette salle. Voilà, alors je vais passer quelques-unes des pages que j'avais mises pour faire joli, mais que j'ai commenté. Encore un ou deux mots, et peut-être j'en conclus par ces 2 slides-là, ou alors celle-là, et puis je vais passer celle-ci, ça ira plus vite pour vous. J'en conclus parce que les scénarios qu'on voit sont multiples en fait. Donc je vais avancer d'une page. Voilà. Les scénarios qu'on voit sont multiples et quand on essaie de projeter à quoi peut ressembler la prévente du futur en 2030, 2035, alors c'est un exercice hasardeux, vous en conviendrez, mais on essaie d'imaginer différents phénomènes. Et les phénomènes, j'essaie de les expliquer en 4 scénarios qui ne sont pas forcément exclusifs les uns des autres. Il y a un premier phénomène qui est, on va assister en bas à gauche, comme disait Hugues, à une poursuite de la consolidation. La consolidation dans les pays, au niveau européen, au niveau transcontinental, les Américains avec les Européens. Les Chinois, un jour, arriveront et achèteront probablement certains acteurs européens. New Carzone n'est pas très loin de ça, en fait, au fond. Alibaba, Amazon non plus. Donc, ça peut arriver. Il y a en point 2 les constructeurs qui vont contre-attaquer, comme on dit. Et pour ça, ils vont utiliser sans doute les extensions de garantie, sans doute le véhicule électrique et les garanties sur les batteries, sans doute des schémas de leasing, sans doute la connectivité de véhicules. Il y a des questions d'alliance, et j'en parlais, j'y reviens pas. Et enfin, il y a l'arrivée d'acteurs digitaux plus ou moins grands, start-up, scale-up, et les grands barbares, comme on dit, qui sont existants notamment outre-Atlantique et outre-Pacifique, si je puis dire. Voilà, ces 4 scénarios peuvent exister. Vous voyez qu'il y a une matérialité progressive de tout ça, et j'en conclus là pour laisser les éminents confrères. Merci Mathieu. Messieurs, juste un petit rebond sur ce qui a été présenté. Alors donc, pour résumer, plus de méta-alliances, des coopérations. Guy-Olivier, tu adores les coopérations. Plus de collaboratifs, plus de convergence. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être présenté? Tout pour contrer les digital barbares de Mathieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec les perspectives qui ont été émises sur les scénarios? Pardon, tiens, vas-y. Elle a gardé tous les micros, donc ça va être... Moi, je veux rebondir sur ce que disait Mathieu sur 2 choses. Donc, on n'est pas sur de la croissance externe, on l'a vu tout à l'heure sur le réseau, ce n'est pas notre job. Par contre, notre job, c'est quand même de créer des solutions pour nos clients. Donc oui, les coopérations, c'est notre job. On cherche des coopérations plutôt que de la croissance externe et on cherche de la croissance organique. Donc ça, oui, on est orienté là-dessus. C'est la première chose. Après, l'électrification du parc, on va y venir et ça va nous obliger à être un peu plus digital. Mais on est déjà dans nos magasins. On est déjà dans nos ateliers. Et nous, on est aussi déjà, on a parlé Fixter tout à l'heure, on est déjà aussi dans le booking. Donc apporter des solutions nouvelles à nos clients. Mais ce n'est pas nouveau. Donc cette partie digitale, on est en train de la suivre. Elle est là depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Donc on s'adapte. On est juste en train de s'adapter. Ça, c'est la première chose. Et moi, je crois beaucoup au fait de la méta-alliance parce que parfois, c'est plus simple d'aller chercher des solutions
existantes et de trouver des solutions ensemble plutôt que d'aller se battre contre tout le monde en sachant que le marché se réduit de plus en plus. Le consommateur, il a de moins en moins d'argent, il faut juste répondre à ses attentes. Mais la méta-alliance, ça suppose un changement de logiciel aussi, un changement de culture, qui n'est pas forcément inné. Mais c'est ça le problème, c'est changer les mentalités, les façons de penser. Mais je crois qu'on va y être obligé. Enfin, notre marché, c'est celui qui est le plus difficile et sur lequel le consommateur n'a pas envie d'investir. Donc oui, il va aller de plus en plus sur du leasing. Là aussi, le leasing, c'est un métier, quoi. Un petit garage, il n'est pas forcément, s'il n'est pas adossé à une enseigne, il n'est pas capable de répondre à quelqu'un qui fait du leasing. Ça veut dire je change de mentalité. C'est soit j'y vais pas. Après, chacun décide. Mais le garage tout seul dans son coin, s'il n'est pas organisé, alors là, le digital, c'est 100%, c'est fini, quoi. C'est un job qu'il ne fera plus. Alain, je vois que tu veux réagir. Oui, alors je vais me remettre dans un métier que j'avais avant, qui était de diriger un groupement. Et quand je rencontrais mes réparateurs et mes distributeurs, je leur disais l'avenir de la distribution, c'est la réparation. Et donc, il faut inventer des métiers et des services nouveaux chez les réparateurs. Et pour le compte, je me souviens avoir créé une structure qui était un cabinet de courtage d'assurance parce que je pensais que dans les garages, on pouvait vendre à la fois de l'assurance pour les véhicules, mais aussi des assurances panne mécanique lorsqu'on faisait une réparation et pour assurer, ou quand on vendait un VO, pour assurer le VO par le garage lui-même. Donc des services comme ça qui pouvaient augmenter et faire en sorte que le moment venu, on aurait pu compenser la perte d'activité, par exemple, lorsqu'on sait très bien que le véhicule électrique aura des réparations moindres que le véhicule thermique. Cela étant, pour parler du véhicule électrique, je ne sais pas si on y reviendra, il y a une excellente étude qui a été faite par la FEDA, un livre blanc, qui montrait que dans le meilleur des cas, même si le véhicule électrique, les voitures neuves représentaient presque 100% des ventes, en 2035, on serait encore à plus de 70% de véhicules thermiques. Oui. Et donc, si ce n'était pas 100% de véhicules électriques, ça voulait dire qu'on serait peut-être à plus de 70%. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'au mois de décembre, le CDA portera sur l'actualisation de ce livre blanc, pour dire est-ce qu'il y a 3 ans, on avait bien vu l'affaire et est-ce que c'est toujours ces proportions-là? Voilà. Bon, alors ça veut dire que, et ça c'est le dernier sujet, c'est que premièrement, on va continuer, et c'est peut-être un des sujets, c'est que nos garages vont continuer à faire des affaires avec des véhicules thermiques tels qu'ils le font aujourd'hui. Et c'est en même temps leur dire, dans 10 ans, peut-être, il va falloir que vous trouviez des nouveaux métiers, de nouveaux services, etc. Parce que pendant les 10 ans qui vont venir, ils vont continuer à avoir un business qui va être soutenu par les véhicules thermiques. Donc en même temps, on parle de choses, mais en même temps, les choses restent en l'état pour l'instant, pour eux, sur le terrain, même si nous, on réfléchit à des sauf sujets. que là, on s'engage sur la voie de la planification électrique. Tu veux répondre, Guy-Olivier? Oui. Ah, tu veux répondre, bien sûr. Christophe veut répondre. Je remercie Guillaume d'avoir coupé Alain, oui. pour nous permettre peut-être avec Stéphane de dire 2 mots. Non, ne parle plus Alain, s'il te plaît. Juste deux choses, j'essaierai d'être plus synthétique. Vas-y. La première, l'électrique, c'est acquis. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on le pense, qu'on ne pense pas, on y va tout droit. Donc ça veut dire qu'il faut que les réparateurs s'organisent pour aborder ce nouveau mode d'utilisation des véhicules. Premier point. Deuxièmement, chez Point S, on a pris le problème peut-être différemment parce qu'il y a des produits, des services et des produits qui vont nous permettre de remplacer les pièces qu'on ne fera plus. Je prends 2 exemples, les bornes et le recyclage des batteries, alors qui sont pour l'instant pas assez évolués à notre sens. C'est pour ça que dans notre réseau, par exemple, on ne s'est pas avancé à préconiser des bornes de recharge pour l'instant, parce qu'on estime que le marché n'est pas mature. Et le recyclage des batteries, par contre, on y pense fortement. Et puis deuxième prise, entre guillemets, de réseau Point S, en France et dans le monde, sur l'arrivée de l'électrique, on est en train de tenter de se lier avec des accords de partenariat, avec des fabricants asiatiques, parce que là c'est également le même combat. On peut se dire aujourd'hui on va verrouiller, l'Europe va verrouiller, la France aussi, et ils rentreront pas, mais ils rentreront tôt ou tard, mais ils rentreront. Donc autant anticiper, c'est notre sentiment, notre position, et on commence à se lier avec des accords fabricants, à la fois bien sûr pour l'entretien et la réparation de leurs véhicules, qui deviendront après d'occasion aussi, et pourquoi pas leur distribution à terme. C'est aussi pour ça qu'on s'est lancé nous sur la vente auto depuis peu. Il faut qu'on accélère. Moi, j'aimerais bien que Philippe intervienne sur les ZBE en Belgique, sur les ZBE, parce qu'on avait un sujet. Voilà, exactement. On avait un sujet sur la ZFE. Et Stéphane Antiglio clôturera, résumera avec sa vision intéressante de. Il n'y a pas que l'électrique, il y a des préalables pour arriver à l'électrique. Voilà.
Si vous permettez, Stéphane, on va laisser Philippe s'exprimer sur les ZBE, les ZFE belges, puisqu'on avait un sujet sur ce thème. Alain Landec dit que les ZFE sont un sujet qui brutalise l'histoire, mais on va dedans. Ça, c'est ce que tu as dit à Caroline lors de l'entretien. Voilà, j'aimerais que Philippe rebondisse, parce que Philippe, en Belgique, chez Traxio, vous avez peut-être une solution pour faire rentrer les véhicules qui seraient interdits, justement, dans ces fameuses ZBE. Oui, tout à fait. Et je vais vous immerger un peu dans le monde fantastique de la Belgique, où il y a différentes régions qui ne se parlent pas et qui ont différentes approches, etc. Donc, au fait, pour l'instant, on a 3 zones de basse émission, zones de faible émission en France. Ce sont les villes de Bruxelles, Anvers et Gand. Les règles ne sont pas les mêmes, mais bon, ok, soit. C'est plus ou moins la même chose. Il y a une autre chose qui est à la planche pour l'instant, c'est qu'en principe, à partir d'il y a un peu plus d'1 an, toute la Wallonie, c'est-à-dire la moitié de la Belgique, deviendrait aussi une zone de basse émission. En premier lieu, pour tous les véhicules jusqu'à Euro 3, puis ensuite Euro 4, ça veut dire un quart du parc. Toutefois, et c'est le travail qu'on fait maintenant, on a mis à nouveau ce projet sur la table que les hommes politiques wallons avaient oublié apparemment. Dans toute cette proposition de loi, il y a une dérogation qui est prévue, et c'est que les voitures qui correspondent à un certain degré, et ça c'est pas défini dans la loi, d'un degré environnemental, eh bien, ils pourraient avoir la dérogation de quand même pouvoir continuer à rouler pendant un certain temps sur le territoire wallon. Alors on a sauté là-dessus parce qu'au fait on a développé un concept qui s'appelle EcoExpert, EcoExpert qui est un peu proche l'éco-entretien, etc. Et on est en train de développer ce concept et de le mettre dans les garages en Belgique. La demande qu'on fait au gouvernement wallon et on nous entend, c'est déjà la bonne chose, alors qu'il y a différence de langue, etc. Mais enfin, le gouvernement nous entend, c'est que ce qu'on voudrait avoir, c'est que le garagiste, mais surtout le consommateur qui investit dans son éco-responsabilité, puisse continuer à rouler dans cette zone de basse émission et également dans les autres zones de basse émission dès qu'il a ce certificat qu'il est passé chez un éco-expert. Je crois que c'est bénéfique pour notre secteur, c'est bénéfique pour le consommateur. Donc là, c'est le grand champ de travail. Deuxième étape qu'on veut avoir, en Belgique, un système fantastique qui s'appelle Carpass. Le Carpass, c'est un système, c'est une fiche digitale de la voiture. Chaque fois que vous passez au garage, au contrôle technique, etc., on note le kilométrage et les défauts, les réparations, etc., qui ont été faites. À notre avis, il faut ce certificat qu'on est passé chez un éco-expert, il faut l'intégrer dans ce Carpass. Pour les voitures électriques, on pourrait le state of health des batteries également mettre dans le Carpass afin que tout soit transparent, validé et que sur le marché de l'occasion, il y a une transparence totale et une protection du consommateur de la société qui achète une voiture d'occasion. C'est ça le travail qu'on fait maintenant. On espère qu'on sera écouté en Wallonie, mais également à Gand et à Anvers et à Bruxelles. Et à Bruxelles, je dirais, à 2 niveaux, c'est-à-dire au niveau de la région, mais aussi au niveau des institutions européennes. Ok, merci Philippe. On va descendre dans les ateliers. Un petit peu parce que c'est quand même le cœur du business ici. On voit beaucoup l'introduction de concepts dans les réseaux constructeurs, mais aussi chez les indépendants multimarques. Alors ça parle d'outils, de formation, d'accompagnement vers les pros. On parle de concepts comme Nextel Drive chez AAG, de Mubi chez LKQ. Comment les groupements s'activent pour faire cohabiter la mixité entre moteur thermique et futurs moteurs électriques et ne pas laisser leurs clients réparateurs au bord de la rupture de charge? Je voudrais savoir ce qui se passe chez Motrio. En premier lieu, pas de concept clé en main, comme on a pu le voir chez les 2 que je viens de citer, mais qui mieux que Renault peut former un Motrio d'abord? En fait, la logique, elle est là. C'est créer un concept pour un parc qui, globalement, ne touchera pas tout le monde, et pas tout le temps, pas tout de suite. C'est un peu beaucoup d'argent investi pour pas grand-chose. Donc, on est dans l'idée de rester sur un modèle qui s'appelle Motrio, qu'on définit avec des concepts en fonction de l'endroit où il se trouve. Mais après, on ne va pas avoir un concept Motrio électrique, ou en tout cas avec un nom propre pour gérer l'électrification. Chez nous, ça passe différemment. Ça passe par je forme le candidat, je forme la personne qui a demandé, je
je l'aide aussi à ranger son garage. Enfin, en tout cas, c'est basique, mais globalement, c'est pas le même équipement dans l'atelier. Hein. Donc ça, c'est quand même passe par des investissements. Et l'idée, c'est j'accompagne mon garage, j'accompagne mon adhérent de mon enseigne à le faire croître, à le faire grandir pour gérer ce véhicule électrique. Encore une fois, ça ne va pas toucher tout le monde, ça ne va pas toucher tout le monde tout de suite, en plus de ça. Donc c'est graduel. Et notre prise de position chez nous, c'est on va former, on a le temps pour former les gens. Et on a dit tout à l'heure, hein, le plus gros défi, c'est le changement des personnes. Une fois qu'on a changé les personnes et qu'on les a habitués sur je vais gérer ce problème-là avec le matériel nécessaire et l'humain nécessaire, après, que ce soit Motrio, que ce soit un concept, clairement, gérer des concepts à multitude, ça coûte beaucoup d'argent. Il y en a de moins en moins, quoi, hein. On va rester basique, on va former les bonnes personnes et on va répondre aux attentes de nos clients. Ok, Christophe, c'est même question. Vous avez noué des accords avec des marques de constructeurs chinoises, CRS en l'occurrence. Il y a déjà des véhicules électriques dans les ateliers.s qui... Ça commence. Alors, c'est des véhicules neufs, donc il faut attendre un peu qu'ils viennent en réparation ou en entretien chez nous. Mais ça commence. Il y a une première marque. On essaye d'en avoir d'autres pour l'année prochaine. Mais Guillaume a bien dit, le maître mot, c'est formation, quoi. Je pense que ça passe avant tout et surtout par la formation des équipes dans tous les points de vente. Et là, il faut bien dire que clairement, tous les réseaux, dans aucun réseau, le mien y compris, on aura l'ensemble des réseaux qui seront prêts sur l'électrique dans les mois ou les quelques années qui viennent. Il y a une première étape qui est l'hybride. Et puis les secondes et les troisièmes qui arriveront après. Il faut graduellement, comme il l'a bien dit, on avance sur la formation des équipes. Ouais. C'est le maître mot dans l'arrivée de l'électrique. Mais il faut l'anticiper. Je te repose la question, mais je la pose à tout le monde. En fait, mais au jour d'aujourd'hui, comment vous faites pour embarquer vos réseaux quand il s'agit d'investir lourdement sur un véhicule qui n'arrive pas encore, enfin, un marché qui n'existe pas encore ou très peu? C'est très difficile et c'est la bonne question. Comment dire à un investisseur, un chef d'entreprise aujourd'hui, investis sur du matériel, sur la formation de tes équipes, alors que tu ne vas pas avoir pendant presque une année de véhicules à entretenir. Ça, c'est très compliqué. Donc il y a un devoir pédagogique et c'est pour ça qu'être dans une enseigne aujourd'hui, ça permet d'avoir une vision, une anticipation, un accompagnement également qui permet à un réparateur d'être beaucoup plus suivi et d'anticiper le mouvement qui se présente, mais qui est encore aujourd'hui trop faible pour qu'il investisse beaucoup. Il faut l'accompagner et le soutenir également à ce niveau-là. Ok. Exactement, la stratégie et en tout cas la philosophie d'autodistribution avec son réseau AD et ses partenaires. Stéphane, vous, pas de concept. Vous me disiez, l'important c'est de faire monter un réseau qui est déjà de belle qualité parce qu'il y a des préalables à s'intéresser, à investir lourd dans un parc qui n'est pas encore existant, qui arrivera, mais on a encore du temps. À vous de conclure cette partie sous cet angle-là. Je crois que, en fait, mes camarades ici présents ont déjà dit beaucoup de choses. La montée en puissance de l'électrique dans le parc va être lente et progressive. L'enjeu, ça va être de gérer cette montée en puissance avec une décroissance, là aussi, lente et progressive du thermique. Je pense personnellement qu'il y aura encore des véhicules thermiques en Europe en 2060, sans problème. Voilà, mais il y aura bien sûr de plus en plus de véhicules électriques. Alors nous, on n'a pas fait le choix pour le moment d'avoir un concept dédié. On fait le choix simplement dans les zones où ça fait du sens de sensibiliser notamment les réparateurs du réseau AD, mais d'autres aussi, à l'intérêt pour eux d'avoir les capacités nécessaires pour accueillir un véhicule, alors hybride, parce qu'il ne faut pas oublier les véhicules hybrides, comme disait Christophe, et ou électriques. Voilà. On les sensibilise aussi beaucoup à d'autres technologies. Je voudrais rappeler ça, c'est que nos réparateurs, nos clients, bien avant les véhicules électriques, ils ont énormément d'ADAS qui commencent à rentrer dans leur garage. Donc il y a des nouvelles technologies, il y a des problèmes de reconfiguration de système, il y a des problèmes de pass-through, de gateway, etc. qui viennent avant. Donc il faut réussir à faire les choses dans le bon ordre et dans le bon timing. Voilà, c'est ça l'enjeu. Avec un soutien permanent que nous apportons ou que nous tentons d'apporter modestement aux réparateurs. Ce sera le mot de la fin, effectivement. Merci à tous. Voilà, nous avons terminé avec cette session. Merci, messieurs, pour vos interventions et vos éclairages. Merci à vous. Je vous souhaite un excellent salon. Caro, c'est à toi de conclure. Oui, alors je voulais juste conclure. Excuse-moi, je voulais faire mon petit moment de réclame. Vous voyez la réclame, j'aime bien l'idée. On vous a mis des journaux, l'atlas de l'édition, la dernière édition de notre atlas européen, qui est bilingue. Servez-vous. On n'a pas pu en amener beaucoup, mais il y en a quelques-uns, donc c'est avec plaisir. Et ce sera avant le prochain que l'on va commencer
à lancer maintenant. Donc on va tous vous interroger. Ces messieurs ont l'habitude d'être passés à la question par nous et qui sera diffusée en fin d'année. Voilà, c'était juste pour vous dire de vous servir. Avec plaisir. Merci. Merci à vous. Merci encore. Et excellent salon à vous tous. Merci messieurs. Merci beaucoup à The Pro, merci à vous messieurs d'avoir partagé votre vision de l'avenir de la distribution. On se donne rendez-vous demain matin sur cet espace conf à partir de 10h15 pour une conférence sur les déchets d'atelier. On fera un focus notamment sur les batteries en fin de vie, donc soyez nombreux. Excellente soirée sur Equipoto.